Allô Chris, c'est Annie. Merci infiniment pour les superbes fleurs que j'ai reçues aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois des fleurs depuis, je sais pas combien d'années. Je sais pas ça fait combien d'années, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, de midi à 1h15, j'animais en direct avec les gens de Cascade et 22 récipiendaires le programme de bourse Cascade avec nos athlètes. Et là, pendant mon animation, ding dong, ding dong, ding dong, j'ai dû descendre en bas super vite, quasiment m'enfarger dans mon micro. J'ai dû me déconnecter de la présentation, aller répondre à la porte, recevoir ces magnifiques fleurs-là et remonter en direct pour poursuivre le Zoom que j'étais en train de faire. Donc, tout le monde a vu les belles fleurs et je te remercie. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Puis, je voulais juste te dire que tu sais, moi, là, c'était pas nécessaire, ça me fait vraiment plaisir, mais c'était pas nécessaire de me remercier de la sorte parce que l'entrevue que j'ai faite avec toi, ça a été du bonbon, ça a été un réel plaisir partagé. Tu étais bien préparé, des excellentes questions. Tu m'as même fait réfléchir à plein de choses auxquelles j'avais pas encore réfléchi depuis plusieurs années. Fait que c'est ça. À bientôt, Chris. Bonne continuation, puis merci encore pour les belles fleurs. 2, 3, 52. Une fois par mois, sont invités de leur métier. On va leur parler, on leur posera bien des questions en lien avec leur passion. Soyez assurés qu'on aura du plaisir, des fous rires et des sourires. Invitez-moi, l'émission à ne pas manquer. Hey, ça a l'air que c'est moyen de faire ça, on peut même pas. Invitez-moi, laisse faire la vaisselle, laisse remonter. Wow, ouais, salut tout le monde, aujourd'hui en ce 30 avril, merveilleuse, comme dirait l'autre. Hey, j'ai une super invitée aujourd'hui, nulle autre que Annie Pelletier. Bonjour Annie, comment vas-tu? Bonjour Chris, ça va très bien, très honorée de faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation chez les Créations Cristal Desroches. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir. Super. Bon, on va commencer l'entrevue proprement bien dit. Alors, première question, je voulais savoir, toi, t'as regardé, je pense, des trucs de plongeon là, quand tu étais super jeune, si je me trompe pas, tu regardais un athlète et tout, mais comment ça a commencé vraiment là, ta passion justement pour aller dans le plongeon et dans cette ligne-là, si on veut là? En fait, il faut vraiment revenir à l'âge de 5-6 ans. Ma passion là, de l'olympisme, de participer un jour aux Jeux olympiques puis de monter sur un podium, ça remonte vraiment à ma petite enfance quand j'avais 5-6 ans. Et c'est lorsque j'avais vu des images d'archives de Nadia Comaneci à la télé. Nadia Comaneci, c'était une gymnaste roumaine qui avait remporté plusieurs médailles d'or aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Et moi, je suis née en 73. Alors, en 76, j'avais comme 3 ans. Fait que c'est peut-être pas là que je me rappelle, tu sais, je pense pas que c'est là que je me rappelle d'elle, mais c'est quelques années plus tard, là, vraiment à l'âge de 5-6 ans, où je suis tombée comme en amour avec cette gymnaste-là. C'était ma première idole, puis là, je voulais être comme elle, je voulais avoir les mêmes couettes, les mêmes maillots, les mêmes léotards, je faisais les mêmes positions à la maison. Donc, ça a été ma première idole. Alors, j'ai commencé en gymnastique artistique de l'âge de 8 ans jusqu'à 13 ans. Et ensuite, suite à plusieurs blessures et un entraîneur qui était vraiment pas correct avec nous, mes parents avaient pris la décision de me retirer de ce sport-là. Et après 3-4 mois à rien faire chez moi, à me tourner les pouces, au début de la crise d'adolescence, en plus, là, à 13 ans, mon père avait vu à la télévision qu'il y avait un reportage au téléjournal, qu'il y avait une grosse compétition de plongeon international. Ça s'appelait l'International Provigo. Ça s'en venait à Montréal. Donc, c'était en mai 1987. Et donc, mon père est venu dans ma chambre puis il m'a dit, écoute, Annie, je viens de voir un reportage à la télé. Il y a une grosse compétition de plongeon qui s'en vient à Montréal. C'est au Centre Claude-Robillard. Fait que moi, j'avais déjà fait de la gymnastique là, au Centre Claude-Robillard à Jumix en bas. Ça avait été un super club, en passant. C'était pas le club où j'avais eu... où j'ai des mauvais souvenirs. J'ai vraiment juste des bons souvenirs à Jumix. Donc,
à la piscine en haut de ce centre-là, le centre Claude Robillard, il y avait cette compétition-là internationale qui s'en venait. Et donc, mon père avait vu au téléjournal que l'entraîneur de Sylvie Bernier allait être à cette compétition-là avec ses nouveaux athlètes, parce que Sylvie Bernier avait déjà pris sa retraite depuis 3 ans déjà. Fait que là, lui, mon père, il a fait comme l'addition. La gymnastique, le sport acrobatique que ma fille adorait, elle adore l'eau, elle sait nager, on va mettre les deux ensemble, puis peut-être qu'elle aurait du talent en plongeon, peut-être qu'elle aimerait ça. Fait qu'il est venu me voir dans ma chambre, ça faisait 2 mois environ que j'y parlais plus. Je faisais la baboune parce que je comprenais pas qu'il me retire de la gymnastique, tu sais. Ouais. Je comprenais pas, j'avais l'impression dans ma tête pas d'enfant, j'étais plus une enfant, mais j'étais une adolescente. J'avais vraiment l'impression qu'il m'arrachait mon rêve olympique des mains, tu sais. Ouais, c'est clair. Fait que, là, il est venu me voir dans ma chambre et il me dit hey, écoute, Ticu, parce que c'était mon surnom dans le temps. Écoute, Ticu, là, j'ai entendu qu'il y avait une compétition qui s'en venait, j'aimerais ça. Te faire un lift là-bas, j'aimerais ça qu'on aille voir ça ensemble. Si tu veux pas me parler, tu peux t'asseoir en bas dans les astrales. Moi, je vais rester en haut, mais je veux absolument que tu vois ça. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, la compétition commençait. Mon père, il m'a amené, on habitait à Tétroville dans le temps. On a pris le boulevard métropolitain, on est allé se stationner sur la rue Émile Journeau, qui est devenue ma seconde maison par la suite pendant 10 ans parce que j'ai vu la compétition de plongeon. Je suis allée voir l'entraîneur qui avait la moustache, qui m'avait dit, mon père, nouvelle toi, le monsieur qui a la moustache, là, c'est lui qui a aidé Sylvie Bernier à gagner une médaille d'or olympique. C'est lui, il faut que tu ailles voir. Fait que là, j'étais descendue sur le bord de la piscine après la compétition, quand tout était fini, quand on démontait, tu sais, les projecteurs, puis les tables de juges, puis tout ça. Puis là, je suis allée le voir, puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça, essayer de faire ça, là, du plongeon, là, tu sais, cool, là, tu sais, rapport, là, tu sais, un peu ado. Puis là, il m'a dit, OK, tu nager? J'ai dit, ouais. Fait qu'il dit, OK, tu commences lundi. Fait que ça a été comme ça. Lundi, le 8 juin 87, je le sais encore la date parce que j'avais marqué la date dans mon journal personnel d'adolescente où j'écrivais mes petits secrets. Puis j'avais écrit, après mon premier entraînement, que si le bon Dieu m'avait donné du talent, que j'allais tout faire pour réaliser mon rêve de monter sur un podium olympique un jour. C'est fou, là. C'est un peu prétentieux quasiment parce que, tu sais, je savais pas si j'avais du talent vraiment. Mais 10 ans plus tard, j'étais aux Jeux olympiques d'Atlanta. Puis, en fait, 9 ans. 9 ans plus tard, j'étais aux Jeux olympiques d'Atlanta. Puis, je réalisais mon rêve. Ouais. C'est aussi fou que ça. C'est cool, c'est cool. Ça me fait penser à une sous-question, justement, si on veut. Il y avait, moi, une annonce que j'ai vue, là, je sais pas si elle est publique aussi à la télévision avant, mais je l'ai vue sur YouTube. Tu disais que tu te dessinais déjà d'avance sur un podium. Tu peux-tu expliquer ça, ce petit détail-là? Qu'est-ce qu'il y en était? Quand j'étais petite, là, que ce soit, j'adorais faire des dessins. Hein. Depuis que j'étais toute jeune, 4-5 ans, j'adorais dessiner. Puis je faisais souvent des cartes. Alors, à Pâques, à la Saint-Valentin, à Noël... je trouvais toujours une occasion pour faire des cartes à mes parents. J'aimais beaucoup ça écrire, j'aimais beaucoup ça dessiner, j'aimais beaucoup ça faire des cœurs, faire des dessins, tout ça. Puis je faisais souvent, tu sais, même si c'était Noël, puis que j'aurais pu faire un bonhomme de neige avec un Père Noël qui rentre dans la cheminée. Non, moi c'était Noël, mais je me faisais sur un podium. Puis c'était Pâques. Puis je me faisais sur un podium. C'était à Saint-Valentin, puis j'ai joué Saint-Valentin. Puis je me voyais, tu sais, j'étais tout le temps sur le podium. Évidemment, Chris, que j'étais toujours sur la première marche du podium. J'étais pas sur la 3e marche du podium. Ouais. Mais c'est pas grave. Quand j'ai fini les Jeux olympiques, quand j'ai réalisé ce rêve-là d'aller aux Jeux, premièrement, d'y aller, puis ensuite d'offrir une performance qui m'a valu une médaille de bronze, donc la 3e marche du podium, j'étais quand même très heureuse. Mais la pensée crée, hein, aussi, à force de le dessiner, j'imagine que, je sais pas si tu crois un peu à ces genres de trucs-là. Je sais pas, j'imagine que j'ai envoyé ça dans l'univers à un très, très jeune âge, puis c'était quasiment une obsession, honnêtement, parce que si je me rappelle, 5e, 6e année, tout mon secondaire, je faisais des anneaux olympiques. Là, rendu à cet âge-là, j'étais capable de très bien les faire. Parce que, tu sais, quand je faisais mes dessins sur le podium aussi, j'avais des anneaux olympiques un petit peu tout croche là, dans mon dessin. Okay. J'avais la misère encore à les aligner comme il faut, tu sais. Mais là, rendu à l'adolescence, au secondaire, j'avais des anneaux olympiques sur mes étuis de crayon, sur mon efface blanche, sur mon bureau. Je dessinais sur mon bureau, sur mes cartons, sur mes cahiers d'exercice, là, tu sais, les cahiers Canada. Là. Ouais. J'avais souvent des cœurs, j'avais les anneaux olympiques,
j'avais des podiums. C'était des gribouillis que je faisais vraiment souvent, que j'aimais faire. Puis, puis déjà à l'adolescence, je pratiquais mon autographe. Parce que je me disais, un jour, moi, je vais être très populaire. Fait que il va falloir que je donne des autographes. Puis là, je rêvais d'être populaire. T'sais. Fait que là, je pratiquais ma signature. Puis là, j'essayais de trouver un design dans le A puis le P, faire un P avec mon A. Puis... Fait que, étonnamment, c'est vraiment drôle, mais je signe encore aujourd'hui, pas mes chèques, là, mais quand j'ai à signer une affiche ou quelque chose, la même signature que j'avais trouvée au secondaire. Cool. Ouais. Moi aussi, j'avais déjà essayé de faire ça. Mais dans mon adolescence, parce que moi, j'ai quand même voulu longtemps devenir un scénariste auteur, puis je me pratiquais à signer mon nom. Fait que je mettais le C. En partant, je faisais le H, R-I-S, puis quand j'étais rendu là, après ça, avec le S, je revenais avec un espèce de gros C pour que le C englobe tout le H-R-I-S. Fait que je me pratiquais déjà. Fait qu'on faisait comme la même chose sans le savoir, si on veut. Ouais. Bref. Mais c'est quoi qui te stressait le plus là, avant tes plongeons, tes compétitions? Y a-t-il quelque chose qui te stressait là, le Qu'est-ce qui me stressait? Moi, j'ai eu à apprendre à gérer la pression parce que j'ai toujours été une personne très, très près de mes émotions, assez émotive. Assez impulsive aussi. Donc, ça a été un travail, tu sais, c'était pas... je pense que c'est comme ça pour bien des athlètes aussi, hein. On n'est pas avec... vraiment, mais il y en a qui gèrent ça mieux que d'autres. Moi, ça a été vraiment un apprentissage. Je me rappelle là, que des fois, j'avais des belles opportunités là, de performer. Là, tu sais, je voyais la porte qui était ouverte, là, puis là, je manquais mon dernier plongeon ou j'essayais d'en donner trop. J'avais une adrénaline, là. Je me sentais forte comme un cheval, là. Fait que là, je poussais beaucoup plus fort qu'à l'entraînement. Je montais plus haut, je tournais plus vite, mais qu'est-ce que tu penses qui arrivait? J'étais tellement pas habituée d'avoir cette énergie-là que là, des fois, je tombais sur le dos ou je dépassais la verticale. Et donc, ça m'a pris du temps avant d'être très stable. Mais ce qui me faisait... je pense que j'ai eu... Quand il y avait des gens qui venaient me voir en compétition, comme exemple, un jour, à Québec, au PEPS, à l'Université Laval, qui est pas arrivé dans les estrades pour voir ma compétition? Guy Lafleur. Guy Lafleur était un des porte-paroles. Il était le porte-parole de Flower Power Strex. C'était des produits naturels. Et cette compagnie-là commanditait la compétition. Donc, lui, il était là, tu sais, il avait fait des entrevues, puis il regardait les compétitions. Puis je m'étais liée d'amitié avec lui. Il m'envoyait des fax par la suite. On avait fait des entrevues ensemble à la radio, la télévision pour promouvoir la compétition. Puis on s'était liés d'amitié, puis j'étais toute jeune, j'avais 16 ans, ou 15 ou 16 ans. Puis, évidemment, c'est l'idole d'un peuple, tu sais, fait que... moi, quand il est arrivé dans les estrades et que je l'ai vu, là, écoute, là, j'ai perdu mes moyens. Là, je me pouvais plus. Là, puis là, je voulais tellement m'impressionner, puis je voulais tellement bien faire, puis je voulais tellement gagner la compétition que je m'étais concentrée davantage sur le résultat que sur ce que je devais faire pour bien rentrer chaque plongeon, tu sais. Fait que, je me rappelle que ça n'avait pas été fort, mais mon résultat n'avait pas été super bon, puis j'avais pleuré quasiment de honte, là, tu sais. Après, j'avais pleuré de déception, pleuré de honte. Puis là, il m'avait pris à part. Puis, il m'avait servi un petit speech, là. Tu me disais que c'est... Tu sais, Guy Lafleur, il n'y a pas la langue dans sa poche, là, même avec les petites filles de 16 ans, à l'époque. Je veux dire, il me dit les vraies affaires, tu sais. Il me parlait d'athlète à athlète. Fait que je me disais, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, avec sa voix, là, je pleurais, puis elle disait, il faut que tu te ressaisisses, puis tu sais, c'est important de te concentrer sur ce que tu as à faire, puis, tu sais, en fait, je me rappelle pas exactement de tous les mots, mais je me rappelle de l'effet que ça avait eu, c'est que quand j'arrive en compétition, peu importe qui est dans les estrades, il faut vraiment que je me concentre sur la tâche, sur ce que je fais à l'entraînement, sur la technique que je dois employer pour réussir le plongeon le plus près de la perfection. Alors que mes ex soient dans les estrades, que mes adversaires les plus coriaces soient dans les estrades, que des gens que j'aime beaucoup ou que j'aime moins me regardent, me scrutent à la loupe. Il faut que je sois capable de faire le vide, d'être très, très focus dans ma tête, puis d'être forte entre les deux oreilles. Tu sais, de vraiment être tough, de me faire un peu violence, puis de me dire, regarde, là, tu sais, j'ai manqué un plongeon, là, ben je vais revenir fort.
Parce que, tu sais, on a 10 plongeons, hein? Ouais. Fait que c'est pas parce que tu en manques un ou deux que ça veut dire que tu as tout raté puis que le podium est plus à ta portée. Puis c'est exactement ce que j'ai fait à Atlanta. Dans le fond, toutes ces années-là, j'ai appris des leçons. Puis quand je suis arrivée aux Jeux olympiques d'Atlanta, ça n'a pas toujours été facile. En primaire, c'était vraiment moyen ma performance. En demi-finale, c'était excellent. Puis quand je suis arrivée en finale, les 2 premiers plongeons étaient superbes. Puis là, j'ai raté le 3e. Mais je suis revenue forte au 4e et au 5e. C'est ça qui m'a permis de monter sur le podium. C'est que je me suis accrochée jusqu'à la dernière seconde. J'ai fighté, puis j'ai été forte mentalement jusqu'à la dernière seconde de mon dernier plongeon. J'ai pas abandonné. Puis ça a donné les résultats. Donc, cette petite leçon-là que j'avais appris de Guy Lafleur à 15-16 ans, tu sais, je l'ai gardée tout au long de ma carrière. Puis pour la dernière compétition de ma vie, dans le fond, ça a été la dernière compétition de ma vie, les Jeux olympiques d'Atlanta. Par la suite, là, j'ai pris ma retraite, ça n'a pas été long. Fait que c'est ça. OK. Mais justement, on en a parlé brièvement, mais comment tu fais justement pour te concentrer justement avant tes compétitions? Justement, tu fais-tu de la visualisation, du brain gym ou je ne sais pas trop quoi, comment ça fonctionne, mais comment tu fonctionnes, toi? Ben moi, je fonctionnais, oui, je vais parler au passé, hein, parce que ça va faire 25 ans cet été. Ouais, ça va faire 25 ans que j'ai fait ma dernière compétition. Fait que ça fait longtemps, mais je me rappelle quand même de ma routine. Ben évidemment, tu sais, la première chose qu'on doit faire comme athlète, je pense, là, c'est d'avoir un engagement total envers son sport. Quand tu as un engagement total envers ton sport et que tu donnes vraiment tout à chaque entraînement et que tu arrives aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde ou dans une grosse compétition où tu rêvais d'aller, puis que tu as le sentiment d'avoir vraiment tout donné ce que tu pouvais en entraînement, déjà là, pour ma part, je parle pour moi, ouais. Il y avait une grosse pression qui tombait parce que je me disais, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire pour me rendre ici. Maintenant, après ça, il y a une autre étape. L'autre étape, c'est de performer le jour J, évidemment. Mais j'essayais vraiment de répéter, dans le fond, tout ce que j'avais fait en entraînement et de le faire en souriant aussi. Je me rappelle, là, aux Jeux olympiques, avant chaque plongeon, je regardais les juges. Tu sais, avant, ils présentent là, avec le Next Diver, Annie Peltier from Canada. Puis ils disent ton nom de plongeon. Puis j'essayais d'être détendue, puis d'être souriante, puis tu sais, juste d'avoir une certaine reconnaissance puis gratitude que je t'ai rendue là, puis d'essayer de faire du mieux que je peux, puis en étant concentrée jusqu'à la fin, plongeon après plongeon. Fait que oui, de la visualisation, j'en ai fait beaucoup, beaucoup pendant toute ma carrière. Puis plus je vieillissais, mieux elle était. Au début, j'avais de la misère à me visualiser. Je trouvais ça bizarre, là. J'avais de la misère à me voir, je devenais stressée, je voyais mon plongeon, je faisais un flat, tout, tu sais. Mais plus je vieillissais, plus j'ai appris à bien me voir. Donc, je me voyais comme, si je regardais une vidéo, là, comme je me voyais faire mon plongeon devant moi. OK. Et je faisais aussi une visualisation, genre, où j'étais dans mon corps. Puis là, je voyais le point de vue vraiment de mes yeux. Donc, tu sais, je me mettais sur le tremplin. Là, je voyais, tu sais, OK, là, je vais voir le devant du tremplin. Je vais faire mes 3 pas. Je vais presser le tremplin. Là, j'arrive sur le bout. Là, je roule mes bras. Là, je prends mon envol. Fait que là, j'étais comme dans mon corps, comme si je le faisais. Fait que j'avais 2 sortes de visualisation. Puis le podium, je dois t'avouer que moi, je me suis jamais visualisée sur le podium autre que par mes dessins d'enfants. Okay. Ça, oui, ça, puis parce que, tu sais, à un moment donné, là, je sais pas, moi, je pense qu'à 9-10 ans, là, j'ai arrêté de faire ce genre de dessin-là. Là. Je faisais plutôt les anneaux olympiques tout court. Mais c'est ça, c'est tellement un concours de circonstances aussi, tu sais. Moi, j'avais 2 points en arrière de la 2e place. J'avais 2 points devant la 4e place. Alors, tu sais, c'est vraiment... J'aurais pu gagner une médaille d'argent en cliquant des doigts. 2 points en plongeon, c'est vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, c'est parce que non, c'est sur 500 quelques points. Fait que 2 points, c'est vraiment rien. Mais en même temps, si j'avais eu 2 points de moins, si j'étais arrivée 4e, parce que d'ailleurs, c'était une Américaine qui était arrivée 4e, fait que c'est un sport jugé plongeon. Fait que, tu sais, je l'ai gagné ma 3e place. Tu sais, c'était loin d'être volé, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, l'Américaine, là, si elle avait un petit peu mieux plongé qu'elle l'a fait, là, peut-être qu'elle aurait pu me dépasser de par la foule qui l'encourage puis qui applaudit beaucoup plus fort pour elle, puis c'est normal, là, tu sais. Fait que ce petit 2 points-là, ça aurait pu faire la différence. Puis si j'étais arrivée 4e aux Jeux olympiques d'Atlanta, ben jamais, je pense, j'aurais eu la vie que j'ai eue.
l'après-carrière sportive que ce soit les opportunités de faire de la télé, des communications, puis toute la notoriété qui est venue par après. Fait que c'est fou, 2 points qui changent toute une vie, dans le fond. Est-ce que tu penses qu'on t'aurait oublié? Tu penses que t'aurais été 4, oui, 5, je pense coup, que pouf, oui. comme ça? Ou m'oublier. Peut-être que oui, j'aurais pu faire carrière en communication comme d'autres, aller étudier en communication, mais c'est pas les mêmes portes qui se seraient ouvertes, je pense, et les portes ne seraient peut-être pas ouvertes si rapidement. Moi, ça s'est ouvert très rapidement. C'était peut-être un cadeau un peu empoisonné aussi, là, ça c'est un autre sujet, mais dans le sens que, j'ai commencé à faire de la télé, bang, boum, j'avais 22 ans, puis là, le train partait, là, ça partait vite, tu sais. Avec peu de connaissances de mon nouveau métier, là, peu d'outils aussi. Je suis allée à Promédia, mais après une année et demie après avoir commencé à faire de la télé. Fait que là, je suis allée chercher des outils, mais le mal était déjà fait un peu. Là, j'avais déjà été un peu... j'ai entendu des commentaires moins positifs, mettons. Mais bon... dans la vie, quand tu vis des choses comme ça, comme des curveballs, des petites balles courbes là, que la vie t'envoie, elles sont là pour quelque chose, ces balles courbes-là. Elles sont là pour apprendre, elles sont là pour tomber, pour apprendre à se relever, elles sont là pour faire des examens de conscience, elles sont là pour se cracher dans les mains, relever ses manches. Elles sont là pour apprendre à gérer l'adversité, parce que partout dans la vie, il y en a. Tu sais, toi, avec ton épreuve que tu as vécue, c'est incroyable. C'est le cauchemar de plusieurs personnes. Je pense que c'est une des grandes peurs de plusieurs personnes de perdre la vue. Hein? Nos sens, la vue. L'odorat, me semble, c'est beaucoup moins pire, perdre l'odorat, mais perdre la vue, perdre l'ouïe ou perdre la parole, c'est quelque chose, là. Fait que je pense que la vie nous prépare à... Ça peut être, à long terme, ça peut être nos épreuves peuvent être des beaux cadeaux de la vie, parce que si on apprend à les prendre comme un tremplin pour s'améliorer, pour devenir une meilleure personne, puis pour devenir meilleur dans ce qu'on fait. Moi, je le vois comme ça. Ben, en tout cas, moi, je me souviens, vers 2003-2004, ce qui m'avait comme marqué, c'est quand tu avais passé à l'émission à La Revanche des Nerds. Jamais j'aurais pensé que Annie Pelletier aurait été là, puis j'étais fasciné de voir comment tu parlais du cerveau puis de la visualisation. Ah, c'était avec Patrick Masbourien, puis il y avait Joël Chagnon aussi, puis c'était à jouer à Canal Z là, à l'époque, là, si je me trompe pas, là. Puis c'était une émission un peu comme techno-informatique, si on veut. J'ai aucun souvenir de ça, mais je me rappelle d'avoir rencontré Patrick Masbourien. Ça, c'est vrai. Mais, puis là, c'était-tu comme un quiz, là? J'ai-tu des bonnes réponses, moi, là? Non, c'était... moi, je l'ai encore, si je m'en souviens, j'ai comme un peu peur de ce que tu vas me dire. Je l'ai encore un peu, l'enregistrement sur mon vieux VHS, puis je pense que tu avais essayé un truc techno un peu là, des années 2003-2004, puis en même temps, il y avait Patrick Masbourien qui était là, puis Philippe Desrosiers. Je me souviens plus si c'était Philippe Desrosiers qui s'appelait son collègue, ou il y en avait un. Qu'importe. En tout cas, puis là, à un moment donné, il te parlait justement là, de tes plongeons, comment tu faisais pour visualiser, puis là tu t'endormais le soir en visualisant déjà la compétition, là, puis wow, c'était cool, là, moi je m'ai toujours dit, wow, Annie, là, franchement, elle est super bonne pour les trucs avec le cerveau, les visualisations, puis les trucs comme ça, moi, je sais pas, je trouvais ça, wow, franchement, là, peut-être que tu t'en rendais pas compte, c'était inconscient, mais toutes les fois, t'en parlais souvent, puis on dirait comme, c'est quasiment, là, tu sais, c'est gros ce que je vais dire, mais c'est comme si t'avais comme une maîtrise avec le cerveau déjà, là, tu sais, là. C'est comme si elle a étudié avec le cerveau, puis tout, puis elle sait comment ça fonctionne, puis c'est fou, là, tout est wow. C'est sûr que, tu sais, ce qu'il y a dans le cerveau, là, c'est vraiment important. Quand on est athlète, là, tu sais, quand j'étais jeune, Chris, j'entendais dire... quand tu arrives aux Jeux olympiques, là, tout se passe entre les deux oreilles. Puis là, moi, je comprenais pas, parce que je me disais, ben voyons donc, il faut que tu le fasses, le plongeon. C'est pas juste... je comprenais pas la nuance, là. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand tu arrives aux Jeux olympiques, évidemment que les plongeuses, on doit toutes faire nos 10 plongeons. Mais quand tu arrives aux Jeux olympiques, il y a pratiquement les 12 qui arrivent en finale, les 12 meilleures plongeuses au monde. Là. Quand tu commences la finale, quasiment toutes les filles peuvent monter sur le podium. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on est quasiment toutes au même niveau. Tu sais,
Ça dépend de la constance, ça dépend des coefficients de difficulté, oui, mais en même temps, on peut quasiment tout, ou en tout cas, il y en a au moins 6, 7 ou 8 qui peuvent aspirer à monter sur une marche du podium. C'est ce qui se passe entre tes deux oreilles qui va faire la différence. C'est de la façon, justement, que tu vas réussir à supporter cette pression-là pour essayer d'offrir la meilleure performance possible à cette minute près-là, tu sais. Fait que c'est ça qu'il veut dire, tu sais, quand il dit ça se passe entre tes deux oreilles, dans le fond, c'est ça, parce qu'on est quasiment tous au même fil de départ. Puis là, on fait nos plongeons, puis ben c'est la personne qui va réussir à faire son meilleur plongeon à ce moment-là. Fait que c'est vrai que ça se passe entre tes deux oreilles. C'est la façon que tu vas contrôler ton stress, parce que là, tu sais qu'il y a des caméras, il y a 10 000 personnes dans les estrades, tu sais qu'il y a des millions de personnes qui te regardent à la télé, dans toutes les télés du monde, notamment dans ta propre province. Là, ouais. Moi, je le savais quand j'étais aux Jeux olympiques d'Atlanta. Déjà, j'avais commencé avant à faire un peu de publicité. J'étais commanditée par les restaurants McDonald's. J'avais fait la pub avec la casquette. Fait que déjà là, ma notoriété avait augmenté un petit peu avant de partir. Je commençais à me faire reconnaître dans la rue. Fait que je savais qu'il y avait des attentes envers moi, là, je savais qu'on avait les yeux tournés. Les Québécois, on est fiers, puis on est un peu chauvins aussi, puis on les aime, nos athlètes, puis on aime ça quand ils gagnent des médailles, parce qu'on dit c'est 9 médailles, on a gagné, même si c'est l'athlète. On entend ça souvent. Ouais. Fait que là, moi, j'étais de l'autre côté, là, j'étais celle qui devait performer. Fait que oui, c'est sûr, je la sentais, la pression, tout ça, mais j'ai vraiment essayé d'y aller avec... c'est fou ce que je vais dire, mais je me rappelle de ça, j'essaie vraiment d'y aller avec mon cœur. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer autre, mais oui, techniquement, bon, je pensais à tel truc, mais après ça, on dirait que quand je commençais à marcher sur le tremplin pour faire mon saut d'appel, c'est comme si c'était un petit peu... tu sais, je sais pas comment dire, comme un accouchement. Tu sais, c'est comme, OK, advienne que pourra. Moi, faut que je fasse le mieux possible. Fait que let's go, j'essayais d'être relax puis de faire la plus belle figure que je pouvais à ce moment-là. Un lâcher-prise, si on veut. Un genre de lâcher-prise, oui. C'est bien dit. C'est ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas arriver aux Jeux olympiques et essayer encore de changer des choses dans tes plongeons, là, puis essayer des nouveaux trucs, puis d'essayer une nouvelle technique, puis tu sais, non, il faut que tu fasses comme tu fais depuis plusieurs années. Puis, c'est ça. Plus tu es calme, plus tu reproduis dans ta tête l'état dans lequel tu es à l'entraînement. Mais évidemment que tu as une petite adrénaline de plus, là. Mais plus tu essaies d'être le plus stable possible dans ta tête, tout ça, plus ton corps va répondre de la même façon qu'il a répondu pendant tous tes entraînements. Tu comprends? Oui, parce que c'est ce que tu dis, parce que moi, j'ai un peu étudié avec le docteur Joe Dispenza, puis il disait exactement ça. Il y avait des études qui ont été faites qu'il prenait exemple, le 5 ou le 10 ou le 7, on s'en fout, c'est pas important, mais maintenant il prenait 5 personnes qui s'entraînaient à tous les jours, puis là, ils faisaient des poids, de l'entraînement, ils s'entraînaient, puis bien évidemment, leur corps changeait, puis il prenait 5 autres personnes qui, eux, s'entraînaient pas, mais faisaient juste le visualiser, l'imaginer, puis il y avait comme leur corps commençait même à changer avant même qu'il le fasse pour de vrai, juste avec la pensée, parce que le cerveau, il peut pas faire la différence entre le réel, le virtuel, l'imaginaire et puis la symbolique. Puis ça a été démontré justement que cette façon-là, dans le fond, si on veut, ça fonctionne vraiment, parce que le cerveau, comme je te dis, il peut pas faire la différence entre ce qui est réel, irréel, virtuel, imaginaire et puis symbolique. Fait que c'est fou ce que tu dis, c'est wow, là. Wow, c'est intéressant ce que tu dis. C'est fascinant. Fait que c'est pour ça que tu te le créais déjà toi-même, tu te le pratiquais, tu te le mindais déjà toi-même. Fait que ton cerveau, il pouvait pas comme faire la différence entre ce qui était réel et irréel. Fait que quand il arrivait sur le tremplin, puis que tu refaisais la même chose, ben lui, c'était comme pas de l'inconnu pour lui, si on veut, là. Peut-être c'est un genre un peu comme un pilote automatique. Je sais pas trop. Mais en même temps, pilote automatique, oui puis non. T'sais, oui, un peu, mais en même temps, d'y aller avec cœur et de savourer chaque instant. Là. Je me rappelle de pas grand-chose là, des Jeux olympiques parce que c'est très intense, mais j'ai des flashs de ce que ça sentait dans la piscine. Je me rappelle de quand les gens ont commencé à rentrer pour mon épreuve. Tu sais, nous, on est sur le tremplin, on s'échauffe, fait qu'on fait nos plongeons. Puis là, les gens qui commencent à venir s'asseoir dans l'amphithéâtre, tu sais, dans la piscine. Puis, tu sais, c'est comme avant un concert, tu sais, quand t'entends tout le monde parler, là, puis là, t'entends les bancs qui s'assoient, puis là, t'entends des gens qui ont des flûtes, là, tu sais, pour encourager les...
Puis, je me rappelle, là, tu sais, dans mon cœur, ma fébrilité, là, tu sais, ça... Puis, je me rappelle aussi, à un moment donné, j'étais dans le... Imagine, gars, je vais te raconter une anecdote. Je vais essayer de pas pleurer parce que c'est une anecdote qui me fait souvent pleurer. Quand les Jeux olympiques, la finale est comme commencée, là, mes parents, eux autres, il y avait des billets, mais ils étaient vraiment loin, ils étaient dans le pit, là, pas dans le pit en haut, mais ils étaient vraiment loin, là, tu sais, des tremplins. Fait que moi, je finis mon entraînement tout juste avant que la compétition commence, puis je m'en vais dans le jacuzzi, puis il y avait comme un bain tourbillon à côté des tremplins pour se réchauffer. Fait que là, je m'en vais là-dedans quelques minutes pour réchauffer mes muscles, tout ça. Puis là, je commence à regarder les estrades. Puis là, il y a peut-être rendu à 6 000 personnes, tu sais, sur une capacité de 10-12 000. Puis là, je me dis, wow, tu sais, moi, si je me suis rendue ici, c'est grâce à mes parents aussi, là. Tu sais, je l'ai pas fait tout seul, ça. Puis c'est quand même fou, tu sais. Je pourrais jamais, comme, trouver mes parents là-dedans, là. Tu sais, je pourrais jamais voir mes parents... Je savais même pas c'était quoi leur numéro de billet. Tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Hein? Fait que tu pouvais pas texter genre, OK, je suis B12. Ouais, non, tu sais, je sais pas. C'était... Fait que, écoute, puis là, je me lève, tu sais, du jacuzzi pour commencer avec mon chamois, là, à m'essuyer les cheveux, puis le haut du corps, tout ça. Puis j'ai encore mes jambes, là, tu sais, je réchauffe encore mes jambes dans le bain tourbillon. Puis là, je vois une personne. C'est drôle, il y a 6 000 personnes. Puis mon regard arrête sur une seule personne. Puis c'est mon père. Puis mon père qui, lui, était concentré sur moi. Il attendait comme d'avoir mon regard. Lui, il me voyait, tu sais, lui, il me voyait d'en haut. Puis là, quand j'ai levé mon regard, là, il a enlevé sa casquette. Puis là, il a fait comme, tu sais, il faisait des tours, là, au-dessus de sa tête, là. Ouais. Tu sais, puis là, il me faisait des pouces en l'air, en disant « Bonne chance, let's go, t'es capable! » là, tu sais. Écoute, ça m'a tellement fait du bien, là. Parce que moi, mes parents, quand ils venaient me voir, ça me stressait. Quand mes parents ils étaient là en compétition, là, il y a eu une période, en tout cas, là, quand j'étais plus jeune, là, ça me stressait. J'aimais mieux quand ils n'étaient pas là. Je trouve ça plate parce que moi, j'ai un enfant aujourd'hui, puis si mon enfant avait le même, le même sentiment, c'est sûr que ça me ferait de la peine, mais il faudrait bien que je respecte le fait qu'il ne veut pas me voir la face dans les estrades s'il fait du sport. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je suis arrivée aux Jeux olympiques, même mes parents m'avaient demandé, avant de partir, est-ce que tu es d'accord à ce qu'on aille te voir? Est-ce que tu acceptes qu'on achète des billets, qu'on regarde avec Plongeon Canada, puis tu sais, puis je leur avais dit spontanément, ben oui, bien sûr, je veux que vous soyez là. Écoutez, là, si je suis rendue au niveau olympique, là, puis que j'ai encore la difficulté à gérer le fait que mes deux parents sont dans les estrades, que j'ai pas d'affaires là. Tu sais, non, je passais par-dessus, c'est correct, même je veux que vous soyez là. Mais tu vois, juste avant la compétition, je ne savais pas si j'allais pouvoir les voir. Et j'ai eu la chance que mon regard croise celui de mon père. Je ne sais pas si c'est le destin ou les ongles, tu sais, là. Puis là, je suis sortie du jacuzzi. Puis là, je savais que mon père était là. Je savais qu'il était, on dirait, déjà fier de moi. C'est comme si je l'avais senti. Cool. Wow. C'est beau. Super. Franchement, là. C'est cool. Là, aujourd'hui, il est mort, là. Ouais. Je sais pas si, tu sais, ça va faire 25 ans. Pardon. C'est pas grave, c'est bon. Ça va faire 25 ans cet été. Puis c'est sûr qu'à chaque été, ben, je pense à lui. Tu sais, ça va faire 5 ans qu'il est décédé au mois d'octobre. Fait que, tu sais, ça fait 4 ans que le 31 juillet, mon père, il m'appelait toujours. À chaque 31 juillet, mon père, il m'appelait. Puis il disait, « Salut, petit cul, comment ça va? » Il dit, « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire de médaille. » Tu sais, après 4 ans, 6 ans, 12 ans, 15 ans, 19 ans. Tu sais, il m'appelait toujours à chaque 31 juillet, puis il me remerciait de leur avoir fait vivre autant d'émotions. Puis là, on se rappelait des souvenirs de la journée. T'en rappelles-tu? Puis tu te rappelles-tu de ci? Puis là, il me disait tout le temps, tu sais, tu nous as rendus bien fiers. Puis on a été, il me disait, on est content de l'avoir fait. Même si tu n'avais pas gagné de médaille, on est content de t'avoir soutenu puis te donner le maximum d'outils que tu pouvais avoir pour te rendre le plus loin, tu sais, avec ton talent. Uh-huh. Puis ça a donné une médaille olympique, on pouvait pas être plus content, tu sais. Mais, fait que c'est ça, le 31 juillet, c'est toujours une journée hyper émotive. Puis là, ben, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais ça me touche de reparler de ça. Ouais. C'est rare que je parle des Jeux olympiques, quand même, en autant de détails et de souvenirs, là, tu sais,
pointu comme ça. Là. Ouais. Merci, Chris. Tu nous as oui, eu des belles c'est émotions. exactement ça que j'allais dire. C'est cool. Je suis bien content de pouvoir te laisser une place, si on veut, de dire ce qu'il y en est et tout. Parce que justement, mon stress, moi, hier, quand j'ai préparé les trucs, c'est que je me suis dit, maudit, là, on n'a pas de CRTC, on n'a pas de TV, on n'a pas de pub, rien. Fait que j'espère que je vais avoir le temps de tout poser mes questions parce que c'est des super de belles entrevues que les gens, quand ils font des entrevues sur Internet, ben justement, ils ont pas de stress dans le sens qu'ils ont leurs questions à poser, ils posent leurs trucs sur d'autres affaires que justement, ils n'auraient peut-être pas la chance de faire à la télé ou n'importe où ailleurs. Dans le Ben oui. Écoute, ça fait... Non, puis c'est super. On a le temps aussi. J'ai le temps d'expliquer les choses comme je les ai vécues. Souvent, à la télé, tu sens le régisseur ou la régisseuse qui est là, puis qu'il faut passer à la pub, puis il faut passer à l'autre sujet, puis tu sais, fait que non, ça me fait bien... Ça me fait bien réfléchir et ça me fait vivre plein d'émotions ce matin, là, cette entrevue. Ouais, c'est cool. Puis, justement, y a-tu eu des sacrifices que tu as été obligé de faire, justement, dans ta carrière, même si ça t'a apporté du bon, etc., mais y a-tu des sacrifices que ça a engendré dans ta vie, tu penses? Moi, j'ai jamais aimé ça parler de sacrifices. J'ai toujours voulu parler de choix. Ça a été un choix depuis que j'étais toute jeune. Mais force est de constater qu'avec lui-même, c'est plus avec le recul, on dirait, oui, des fois, je m'en ressentais un petit peu. C'était genre les amis. Moi, je trouvais ça très difficile de... Tu sais, dans le fond, quand tu t'entraînes tous les vendredis soirs, tous les samedis, tous les dimanches, ou presque, moi, ma journée de congé, c'était souvent le mardi ou le mercredi. Parce que le samedi, dimanche, j'avais pas d'école, puis on pouvait faire 2 entraînements. Donc, on pouvait augmenter le volume d'entraînement pendant ces 2 journées-là. Fait que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le vendredi soir, tu sors pas avec tes amis, puis le samedi soir, tu sors pas avec tes amis non plus. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu as une vie un peu à part. Ça fait que tu es un peu marginalisé. Ça fait que ta gang d'amis, c'est pas toi le centre de la gang, de ta gang d'amis. C'est pas toi la kingpin. Tu sais, c'est parce que tu les vois de temps en temps, puis donc, c'est ça. À l'adolescence, au primaire, je me rappelle pas d'avoir souffert de ça, mais à l'adolescence, là, les amis, c'est particulièrement important, les gangs, l'identification, flâner. J'en ai eu quelques moments comme ça. Mes parents m'ont permis quand même, puis à certaines périodes, d'avoir quelques rapprochements avec mes amis, puis avoir des petits parties qui finissaient tard avec un peu d'alcool, tout ça. J'en ai déjà eu. Mais jamais comme d'autres. Jamais comme une enfance, mettons une adolescence un peu plus normale, tu sais. Fait est-ce que je le regrette? Je peux pas regretter ça parce que en finale, tu sais, j'ai réussi à réaliser ce rêve-là, puis il fallait ça. Mais avec le recul, je m'aperçois que même encore aujourd'hui, je connais énormément de monde. J'ai un grand réseau de connaissances, puis d'amis, mais d'amis proches. Je peux, tu sais, vu que j'ai jamais fait de sport d'équipe non plus, ça m'a manqué peut-être de faire un sport d'équipe. Mais, tu sais, tu peux pas tout avoir. Fait que les choix que j'ai faits ont eu certaines conséquences, positives ou négatives ou discutables, mais tu peux pas tout avoir dans la vie quand tu veux atteindre le haut d'une pyramide, le haut d'un sommet. Il faut que tu laisses tomber des choses. Puis de cultiver des amitiés très fortes au secondaire, au cégep ou à l'université, ça. Mais, tu sais qu'au secondaire, là, j'ai 4 amis qui sont encore très près de moi, que je vois quelques fois par année. Puis c'est vraiment quand je les revois, quand on va manger au restaurant, quand on fait nos petites fêtes l'été, même à Noël, on l'a pas fait ce Noël-ci, là, mais je suis quand même très près d'eux. Mais je sais pas comment expliquer... c'est une vie assez de solitaire. Tu sais, gymnastique, plongeon, c'est des sports individuels. Puis par la suite aussi, je pense que c'est aussi le style de vie que j'ai peut-être choisi. J'ai souvent été seule dans ma vie, tu sais. Fait que très aimée, je suis très aimée, très appréciée d'une multitude de gens, mais au final, dans ma vie, je me sens quand même seule, tu sais. Fait que c'est ça, les sacrifices, bah oui, il y a des spectacles des fois que j'aurais aimé aller voir, mais que je pouvais pas aller voir parce que ça finissait trop tard, puis là, je me serais couchée trop tard, puis le lendemain matin, mon entraînement en aurait écopé, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, mettons, les Rolling Stones ou Céline Dion arrive au Centre Bell, ou à l'époque, c'était le Centre Mont-Sud, ou même l'Ancien Forum. Je peux pas tu sais, je me couchais vers 9h, 8h30, 9h, 9h30, tout dépendant, là, tu sais, des moments.
Mais mettons plus 9h30, ben, tu sais, si tu vas voir le show, ça finit à 11h, t'es pas couché avant 11h30, minuit, t'es sur l'adrénaline. C'est sûr que ton entraînement du matin, le lendemain matin, il est scrap. Tu comprends? Puis, tu sais, mon entraîneur me faisait réfléchir des fois, puis il me disait, tu sais, elle, la chinoise, là, elle va s'être couchée à 8h30, 9h. Parce que les Chinoises, c'était nos plus grands adversaires, là. Fait que là, je me disais, Fait que je disais, je vais me coucher. Fait que, puis là, des fois, c'est plate parce que, tu sais, les Rolling Stones, ils viennent pas à chaque mois, là, à Montréal. Ou à chaque année. Fait que c'est ça, c'est exactement. Fait que c'était ce genre de petit sacrifice-là que je me disais, je le vis pas là, puis peut-être je ne revivrai jamais, mais non. Tu sais, à un moment donné, je suis allée les voir, les Stones, puis je suis allée voir Céline à Vegas, puis je me suis permis des choses que j'avais pas vécues adolescente ou dans ma vie de jeune adulte. Je les ai vécues plus tard, fait que c'est ça. Ouais. Y a-tu justement des trucs que t'as, avec le regard que tu as aujourd'hui sur avant, y a-tu des choses que tu te dis que tu aurais changé avant ou ben non, tu dis oh non, même si c'était beau ou mauvais certains trucs, je changerais absolument rien, mais y a-tu des trucs que tu changerais? Ben, dans ma carrière de plongeuse, tu sais, à l'âge de 13 ans jusqu'à 22 ans, tu sais, dans ces années-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je changerais? Pas vraiment, parce que tout ce que j'ai vécu, que ce soit l'adversité avec des gens ou avec des coéquipiers ou avec des adversaires, tu sais, moi, j'étais pas une fille pas si compétitive que ça. Tu sais, je souhaitais toujours bonne chance à tout le monde. Puis oui, j'étais peut-être compétitive avec plus mes coéquipières là, quand on arrivait dans les championnats provinciaux puis nationaux. Je voulais gagner. Mais quand j'arrivais à l'international, on dirait que j'étais une fille plus qui allait réunir tout le monde, rassembler tout le monde, qui parlait. J'avais appris à dire bonne chance dans plusieurs langues. Bonjour, comment ça va? Merci, au revoir. Fait que j'essayais de communiquer avec eux. Puis moi, je me disais toujours que la meilleure gagne, tu sais. Advienne que pourra, t'as fait ta job. Tout le monde a travaillé fort ici. C'est pour ça qu'on est ici. Puis ensuite de ça, tu vas pas commencer à faire des jambettes, là. J'aurais pas été une Tonya Harding, mettons, là, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles de Tonya Harding, là. Mais... Ça me dit de quoi, ça fait longtemps, je me rappelle plus vraiment. C'était la patineuse, là, qui avait donné, dont l'ex-conjoint, le conjoint avait donné des coups de barre de fer, là, à sa plus grande... adversaire. Fait que non, moi, j'étais pas en tout de même. Fait que non, c'est une bonne question. Je pense pas que j'aurais rien changé. Non. Avec le recul, je me suis souvent demandé si je m'étais pas retirée à l'âge de 22 ans après Atlanta, parce que moi, après Atlanta, mon entraîneur retournait à sa retraite. Hein. Moi, il était sorti de sa retraite, Donald Dion. Parce que Donald, moi, je l'ai eu la première année de ma carrière. Ensuite, j'ai eu un autre entraîneur qui s'appelait Michel, avec qui j'ai beaucoup grandi, évolué, avec qui j'ai eu des grands succès. Mais notre relation n'était pas toujours facile. Alors, 1 an et demi avant les Jeux olympiques, Donald est sorti de sa retraite pour revenir me coacher. Personnellement, de façon individuelle, là, c'était mon entraîneur personnel. Là, on était ensemble à tous les jours, matin et soir. Puis oui, mais il m'a aidé dans le fond à monter sur le podium olympique puis à avoir une dernière année et demie de carrière très heureuse, très épanouie, très difficile, exigeante. Mais au final, j'étais très, très heureuse à tous les jours. J'étais très reconnaissante qu'il soit revenu me coacher, m'entraîner. Puis, je me demande souvent si j'avais continué après, si j'avais trouvé un autre entraîneur. Il aurait fallu que je déménage probablement. Peut-être à Vancouver ou en tout cas, c'était pas évident les entraîneurs à l'époque, là. J'aurais pas su vraiment vers qui me tourner. Mais je me pose la question si j'avais une longue carrière comme les athlètes d'aujourd'hui. Tu sais, quand je regarde Jennifer Abel, Megan Benfetto, Alexandre Despatie, Emily Emmons, c'est tous des plongeurs qui ont... les filles, ils vont être à leur 4e Jeux olympiques, je pense. Puis Alexandre et Emily aussi ont 4 Jeux olympiques derrière la cravate. Hey, 4 Jeux olympiques, là! Tu sais, moi, mes premiers, j'étais tellement comme énervée, là, tu sais, c'était le rêve de ma vie. Je me demande au 2e, est-ce que j'aurais eu moins de pression ou plus de pression? Parce que là, j'aurais su dans quoi je m'embarque. Les 3e jeux, les 4e jeux, je suis curieuse de m'imaginer comment j'aurais pu évoluer, persévérer là-dedans, puis maintenir la motivation, puis quel genre de vie j'aurais eu différente, tu sais.
Ouais. Puis penses-tu que c'est un plus justement d'avoir fait de la plongeon et après de devenir analyste pour ceux qui plongeaient? Après ça va être différent. Là, c'est toi qui regarde les gens plonger, on va dire, à la télé, puis que là, tu fais une analyse avec les commentateurs. Fait, comment tu vois ça de cet œil-là, le fait que là, tu es de l'autre bord de l'écran? Ben moi, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Je l'ai fait pendant presque 20 ans. Dans le fond, je l'ai fait de pas tout à fait 20 ans. Mes premiers jeux comme analyste, c'était en 2000 à Sydney. Ensuite, en 2004 à Athènes, en 2008 à Pékin, en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. Donc, j'ai fait ces 5 jeux-là comme analyste au niveau du plongeon. Puis j'ai fait d'autres jeux aussi divers, là, plus comme intervieweuse dans la zone mixte. Ben, moi, ça a été vraiment une expérience inoubliable. Puis, comment dire, qui m'a vraiment... comment je pourrais dire ça? Ça a guéri mon cœur. Parce que quand j'ai commencé en télé, bon, ça a été difficile, j'en ai déjà parlé. Je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais ça a été une grande épreuve. Puis, à un moment donné, j'ai complètement arrêté de faire de la télé parce que j'y trouvais pas mon compte, puis c'était pas valorisant pour moi, puis c'était pour ma santé mentale. Là. Il fallait que je me retire de ça, puis il fallait que j'essaie de faire autre chose de ma vie, puis sentir que j'allais plus faire une différence dans mon travail, puis que j'allais plus apprécier aussi, puis je cherchais ma voix, tu sais. Mais donc, quand je suis retournée à la télé en 2000, à Radio-Canada, pour faire les jeux, là, le plongeon, c'est un sport que je connaissais. Puis là, j'ai appris à le vulgariser. Mais ça aussi, il a fallu que je fasse mes classes. Il a fallu que je me prépare beaucoup. Il a fallu que je fasse des séances d'information puis de simulation avec... comment il s'appelle? Donc, j'ai son nom sur le bout de la langue. Pierre Dufault qui avait l'école Promédia, puis avec René Potier aussi. Donc, j'ai appris à faire mes classes qu'au début, là, tu sais, où je cherchais mes mots, puis j'hésitais, puis, tu sais, le plongeon, c'est tellement rapide, là, que tu dois vraiment faut vraiment que tu sois volubile, là. Parce que quand les notes apparaissent, c'est le commentateur qui doit dire les notes, puis dire le total, puis replacer ça dans le cadre de la compétition. Il mène, il est tombé en 3e position, etc. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, il faut vraiment que j'analyse vraiment ce qu'on voit à la reprise, notamment, puis parler des athlètes, puis essayer d'être dans leur tête aussi. Fait que, tu sais, 2000, c'est quelque chose. 2004, 4 ans plus tard, j'ai eu des commentaires positifs. Puis là, 2008, plein de commentaires positifs. Puis 2012 et 2016, ça a été vraiment... il y a eu quelques articles là, de journalistes qui m'ont vraiment levé leur chapeau, puis qui ont dit que j'étais à ma place, puis que je faisais ça bien. Écoute, ça m'a comme réconcilié avec la télé. Tu sais, ça m'a comme redonné confiance. Puis ça a comme guéri cette blessure-là là, d'ego, puis de cœur aussi, parce que j'adorais faire... ça m'avait tellement blessée, puis ça avait tellement grugé mon estime de moi, puis ma confiance en moi, ce qu'on avait dit dans les premières années, que après ça, les commentaires positifs sont venus vraiment comme sur cette blessure-là, puis ils sont venus adoucir tout ça. Puis c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir vulgariser mon sport que j'avais pratiqué pendant 10 ans, qui avait été une réelle passion. Puis là, j'essayais, à titre d'analyste, de retransmettre ma passion aux gens qui écoutaient, aux téléspectateurs. Puis aussi à peut-être des petits-enfants qui regardent le plongeon. Puis de la façon que je l'explique, ça a l'air le fun, puis ça a l'air excitant, puis on se croise les doigts, puis il va faire tel plongeon, puis là, je l'ai vu à l'entraînement tantôt, il a bien réussi, là, ça, il maîtrise ça bien. Oui, bravo! Majestueux! Puis tu sais, comme essayer de faire vibrer les gens, dans le fond. Ouais. Fait que mes derniers jeux, c'était à Rio. Puis j'avais amené mon petit bébé, là, qui avait 8 mois à l'époque. Puis ça a été très, très, très exigeant, mon Dieu Seigneur. Je suis revenue quasiment au bord du burn-out, là, tellement que... Ah oui, tellement... Puis j'avais beaucoup de voyagements, puis j'étais loin de la piscine, 1h30 des fois le matin de voyagement, 1h30 le soir pour revenir, un bébé de 8 mois à allaiter, entre ça. Non, ça a été... fait qu'après ça, je me suis dit, je suis prête à passer le flambeau, faut que je pense à ma famille, puis il faut que je pense à moi aussi. Tu sais, faut... Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, j'ai passé le flambeau, puis j'ai bien hâte de voir cet été là, les Jeux de Tokyo 2021. Ouais, c'est ça. Et les Jeux reportés. Ouais. J'espère que ça va avoir lieu.
Ouais. Est-ce que ça te manque aujourd'hui, le plongeon? Non, ça me manque pas. Non, ça me manque pas vraiment, mais j'aime beaucoup suivre nos athlètes là, ça, sur les médias sociaux, puis j'aime beaucoup voir. Maintenant, c'est vraiment le fun, tu sais, avec les médias sociaux, c'est le bon, il y a plein de bons côtés, il y a des côtés plus pervers, mais il y a des bons côtés. Quand je peux voir les athlètes qui vont télécharger sur leur plateforme des plongeons qui viennent d'apprendre ou des super beaux plongeons qui viennent de réussir à l'entraînement, ben, je les encourage, puis de suivre leur évolution, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Puis ce que j'aime encore plus, là, j'espère que cet été, on va pouvoir le vivre, mais c'est d'aller voir des petites compétitions espoirs, là, avec des petits jeunes, là, tu sais, de 6 ans, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Puis ça, là, ça m'émeut tout le temps, là. Je sais pas si mon garçon, un jour, va faire ce sport-là. Il va peut-être l'essayer, mais en tout cas. Mais ça me touche. Ça me touche de voir vraiment des jeunes qui aiment ça, puis qui sortent de l'eau, puis qui ont plein d'eau dans la face. Puis la première chose qu'ils font, là, ils enlèvent l'eau de leur visage, puis ils regardent leur entraîneur. Puis je trouve que le sport, c'est une belle école de vie, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas parfait, parce que dans le sport, quand tu veux atteindre un certain niveau, tu dois laisser tomber des choses qui sont aussi importantes. Mais je pense, grosso modo, je pense que je suis pas virée si mal, finalement. Fait que je pense que le sport a été quand même une bonne école pour moi. Ouais, c'est cool. Moi, c'est cette question-là que je vais poser. Moi, je suis un peu ignare là-dedans. Fait que je me fie à ton référent que j'ai. C'est toi ma référence. Mais pourquoi c'est si tôt pour arrêter la plongeon? Je parle pas nécessairement dans ton cas, mais tu sais, toi, tu avais environ 22 ans. C'est-tu tout le temps 22. Comme ça? Parce qu'il me semble que 22, c'est jeune. Il reste encore du temps. Mais pourquoi si jeune? Mais je parle pas nécessairement toi, mais c'est-tu tout du 22, 25, 24? Pourquoi jeune? On peut pas non, mais plus ça va, comme je te disais tantôt, tu sais, maintenant, les générations qui ont suivi, ils ont fait jusqu'à 4 cycles olympiques. Là, puis ceux qui sont là en ce moment, Philippe Gagné, Vincent Riendo, Megan Benfetto, Jennifer Abel, ils en sont vraiment à leur quatrième cycle olympique. Pourquoi? Parce que les athlètes sont mieux soutenus financièrement aussi. Ils sont mieux encadrés, fait qu'ils peuvent poursuivre avec une belle qualité de vie, avec de l'argent pour quand même bien vivre. Là. Ils sont pas riches, là, loin de là, mais il y en a qui ont des commandites, il y en a qui ont des autos fournies, puis tout ça. Fait qu'un dans l'autre, ils continuent, eux, à poursuivre leur passion, puis à faire l'équipe. Il faut que tu fasses l'équipe canadienne aussi. Hein? Ça veut dire qu'ils doivent se maintenir un haut niveau d'excellence. Puis c'est comme ça. Dans le temps, tu sais, Sylvie Bernier, c'était après sa médaille d'or à Los Angeles en 84, elle s'était retirée. Puis moi, j'ai comme suivi un peu le même, après ma médaille de bronze, j'ai décidé de me retirer. Comme je te disais tantôt, parce que j'avais plus d'entraîneur aussi. Ça, c'était vraiment un gros morceau. Là. Si mon entraîneur m'avait dit, écoute, je veux continuer un autre 4 ans avec toi, puis on va aller chercher la médaille d'or à Sydney, peut-être que j'aurais continué, mais c'était pas ça la réalité. Fait que c'est ça qui a rendu. Puis aussi, Chris, c'est que j'avais aussi des belles opportunités de bâtir une après-carrière sportive à ce moment-là. J'avais des commanditaires comme McDonald's, j'avais les ailes de la mode, j'avais les jus FBI, Fresh and Tasty. Donc, j'avais des commanditaires avec qui je travaillais. J'avais TVA qui avait commencé à m'approcher, Stéphane Laporte, pour faire La vie est un sport dangereux. On est en train d'établir, penser à un concept. Alors, j'étais tellement occupée que j'aurais pas pu faire les deux. J'aurais pas pu maintenir une carrière d'athlète de haut niveau, puis remplir les engagements que tous ces commanditaires-là et ces partenaires-là avaient envers moi. Fait que j'ai vraiment plongé, sans faire de jeu de mots, dans mon après-carrière sportive quelques semaines après être revenue des Jeux d'Atlanta. Puis, on a annoncé ma retraite... je me rappelle même plus, là, ça c'est vraiment flou, là, je pense en septembre avec le cabinet national à l'époque. Puis c'est ça. Puis j'ai été comme plongée, sans faire de jeu de mots, dans plein de situations, plein d'aventures, plein d'expériences positives et formatrices, et constructives, disons-le comme ça, constructives. C'était pas juste négatif, mais il y a eu des moments difficiles aussi. Il y a des requins, hein, dans la vie, il y a des requins, il y en aura toujours. Ouais. Fait que de faire confiance, à qui je peux faire confiance, qui est là vraiment pour moi, qui est là pour sa poche, qui tire
le tapis de son bar? Est-ce que c'est bon pour ma carrière? Est-ce que je suis rendue là? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je veux ça? Tu sais, oui, c'est payant, mais est-ce que je veux faire ça? Alors, oui, mais ça a été essai-erreur, comme n'importe quoi, dans le fond. Puis, ça a donné ce que ça a donné. Changement aussi d'à propos, mais tout le temps en restant dans le même tangent. C'est quoi exactement la FAEQ? Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu? Oui, la FAEQ, c'est la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. C'est une fondation qui existe depuis 36 ans cette année. À la fin de l'année, on va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles, des bourses de 2 000, 3 000 ou 4 000 dollars. Environ plus de 500 étudiantes, athlètes de partout au Québec. Alors moi, je travaille là. Je commence ma 16e année. Donc, ça fait 16 ans que je travaille à temps plein. Donc, travail de bureau, principalement, c'est un travail de bureau. Je suis directrice des communications et des partenariats. Donc, j'anime tous les événements de la Fondation. Alors, je suis quand même devant. Je suis quand même au lutrin quand on fait des remises de bourse, quand on fait des cocktails, quand on fait des événements, des galas. Mais on fait peut-être une quinzaine, maximum une vingtaine d'événements remises de bourse par année. Tout le reste du temps, je suis vraiment derrière mon ordinateur, puis je fais de la direction de communication, de la coordination aussi. On est une petite équipe de 8, alors on fait ça. On appuie les étudiants athlètes du Québec, on les aide dans leur cheminement académique et sportif. Et on offre aussi des services d'accompagnement depuis 4-5 ans maintenant. On a une conseillère d'orientation parce que, tu sais, on a beaucoup entendu parler de la transition de carrière. Hein? Moi, je l'ai vécu, puis il y en a plein qui l'ont vécu avec beaucoup moins d'opportunités. Moi, j'ai été chanceuse dans mes défis, j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai eu des opportunités. Mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Ils prennent leur retraite, puis c'est terminé. Ouais. Les lumières, tu sais, les projecteurs se ferment. Puis là, ils sont comme devant, s'ils n'ont pas poursuivi leurs études, ils sont devant rien. C'est plus des athlètes, c'est pas des étudiants, ils n'ont pas de diplôme, ils savent pas trop où s'en aller, ils sont dévalorisés parce qu'eux se valorisaient par leur performance sportive, par leur podium, par leurs médailles, leurs trophées, leurs statistiques. Puis là, ils se retrouvent devant rien. Fait que nous, depuis 4-5 ans, on a mis vraiment une valeur là-dessus très profonde, une approche personnalisée pour essayer de dire aux athlètes, on veut vous accompagner dès l'émergence de votre talent. Donc, dès que vous avez 13, 14, 15 ans et que vous êtes boursier de la Fondation, on commence déjà à marteler le message que la préparation de l'après-carrière sportive, c'est pas un plan B. Ça commence maintenant. Ça commence pas à 24 ans, 25 ans, 30 ans. Là. Ça commence maintenant. Quand tu as 14, 15, 16 ans, c'est là que tu dois poursuivre tes études. C'est là que tu dois faire les bons choix. Au lieu d'abandonner tes études parce que c'est trop dur avec ton entraînement, peut-être que tu peux faire 3 cours par session. Peut-être que tu peux en faire 2. Peut-être que tu peux faire des études à distance. Peut-être que tu n'es pas dans le bon domaine dans ce cas-là. Peut-être que tu pourrais faire ça. Voici des opportunités de stage. Voici des opportunités de réseautage. As-tu besoin d'un mentor, quelqu'un qui est passé par là avant toi pour pouvoir te guider davantage? Fait que c'est ça que la Fondation fait. On offre des chèques, des bourses, mais on offre aussi du soutien d'accompagnement pour que les athlètes puissent terminer leur carrière de façon plus équilibrée, avec un projet déjà en branle, tu sais, avoir des objectifs déjà en dehors de leur sport, pour faire en sorte d'éviter le plus possible la dépression, même si c'est vraiment difficile la transition de carrière, même quand tu es super bien préparé, là, c'est tough. Mais si tu es mieux préparé, ben ça risque d'être un peu moins chaotique. Fait que nous, on se dit qu'en leur donnant ce coffre à outils-là, ben on espère que nos leaders de demain, parce que nos jeunes en ce moment, là, tu sais, nos jeunes étudiants athlètes là, qui performent à l'école, qui performent dans leur sport, tout ça, tu sais, les Michael Kingsbury d'aujourd'hui, là, c'est des leaders lui, particulièrement, c'est un leader dans ce qu'il fait en ce moment, mais il fait partie aussi des leaders de demain. C'est qu'un jour, lui, il va être un employeur, il va être un employé, ou il va être à son compte, ou il va avoir un rôle d'influenceur. Fait qu'il faut qu'il soit bien préparé à ça. Même chose comme Alexandre Bilodeau, tu sais, double médaillé d'or olympique. Lui, il a toujours poursuivi ses études en comptabilité pendant sa carrière. Puis oui, des fois, il était plus au ralenti. J'imagine, pas toujours 4, 5, 6, 7 cours là, universitaires par session. Mais je veux dire, il a fait en sorte qu'il a eu son bac, puis il est allé chercher ses certificats pas très longtemps, tu sais, après avoir pris sa retraite.
Puis aujourd'hui, il joue un rôle actif dans notre société. Puis je pense que bon, il y a ses défis sûrement, il y a sûrement ses défis, mais c'est quand même, il semble être un beau modèle là, de réussite puis d'équilibre dans tout ça. Ouais. Ah, ben C'est cool. ça, Ça c'est répond ça à ma que je question. fais depuis. Je fais plus de télévision, je fais Ouais. plus de radio, mais je suis toujours très heureuse quand on m'invite pour faire une entrevue. J'ai fait Dave Morissette il n'y a pas si longtemps à TVA Sport. Ça avait été super. On a passé 1 heure ensemble, puis il me fait revivre des émotions. Lui, c'est un peu comme toi, là, tu sais, il m'a reparlé des Jeux d'Atlanta, puis on est allé plus dans le détail, puis... Fait que je suis toujours heureuse. J'adore les communications. Comme tu peux voir, là, j'ai de la jasette. Ouais, c'est cool. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis très tranquille. J'ai un petit garçon qui a 5 ans, puis mon rôle de mère, ma plus grande ambition, c'est d'être une bonne maman, puis de faire de mon garçon un être équilibré, un gentleman aussi. T'sais. Dans les années où on vit, en 2021, là, les relations hommes-femmes, Ouais. on met la loupe là-dessus, puis je pense que les mamans, on a un rôle avec nos garçons, c'est de leur enseigner à développer leur empathie, puis développer leur compassion, puis de protéger les plus faibles. Faire attention à nos filles, à leur petite princesse, on leur fait attention. Puis si c'est la princesse qui te saute dessus, ben tu lui dis hey, tu me touches pas, puis tu t'en vas, puis tu vas parler à ton éducatrice. Tu sais, mais tu sais, on donne pas de coups, puis on donne pas de tapes à nos amis. Fait que, à moins que tu dois vraiment te défendre, mais tu sais, là, à 5 ans, là, il n'est pas encore rendu à défendre sa vie. Fait qu'on n'est pas encore rendu dans ce discours-là, mais ça viendra bien, probablement. Ouais, je comprends. Ça a de l'allure. Et moi, j'aimais bien là, la publicité. Là, c'était une journée, c'est pas assez. C'était Ah oui! Avec Village Vacances Valcartier. Ouais. Écoute, ça a été un super contrat qui a duré 19 ans. Wow. Pendant 19 ans, j'ai été leur porte-parole, fière porte-parole du Village Vacances Valcartier. C'est une entreprise québécoise de M. Guy Drouin qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Mais ses 3 fils ont pris en quelque sorte la relève, ou en tout cas, ils regardent ça d'un œil très attentif. Puis une entreprise québécoise avec un visionnaire, puis c'était le père de M. Guy Drouin qui avait parti ça dans les années, je pense, 40, 50, quelque chose comme ça. Fait que... non, moi, à chaque fois j'y allais, là, je voyais tellement de belles images de famille, même de parents qui retrouvaient leur cœur d'enfant à glisser comme des fous, puis à tomber en bas de leur trip, puis à avoir de la neige dans les lunettes, puis avoir des enfants qui rient. Un enfant qui rit là, de bon cœur, qui rit aux éclats. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Là? Non. Ouais. Pour moi, là, les enfants heureux là, qui s'amusent, puis qui courent, puis que là, ils mangent, puis là, ça va dehors, go! Puis là, ils sont tellement énervés, puis là, ils oublient leur truc, puis là, ils n'ont plus de mitaine, puis là, tu sais, là, parce que là, ils ont hâte de monter en haut de la côte, puis de glisser, là, puis aller faire du patin, puis j'ai l'air encore des porte-parole, là, mais c'est parce que j'ai tellement aimé ça, ce rôle-là, j'étais vraiment fière de cette association-là avec le Village Vacances Valcartier, puis ouais, ça m'a permis de rester dans le cœur des Québécois aussi, malgré les hauts et les bas de mon après-carrière sportive en communication. À un moment donné, j'ai arrêté de faire la télé, on ne me voyait plus du tout comme telle, comme animatrice, mais j'ai réussi, grâce au Village Vacances Valcartier puis les pubs à la télé, de rester dans l'imaginaire québécois, de rester dans le cœur des Québécois, parce que même encore, quand je vais faire mon épicerie, puis ça arrive régulièrement encore qu'il y a des gens qui vont m'arrêter puis ils vont me dire « Ah, t'es-tu notre petite nageuse? » Oui. Puis ils vont me reparler de la pub, puis ils vont me reparler de ça souvent. Là, c'est quelque chose c'est un slogan qui avait marqué. Là, ouais. Fait que, je suis pas mal reconnaissante d'avoir eu une belle association comme ça avec eux. Ben c'est cool, on est bien connectés parce que ma prochaine question, justement, c'est de parler un peu des enfants, des ados, si on veut. Ben justement, ceux qui font du sport quelconque, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, là, comme pour les encourager ou quelque chose? Qu'est-ce que Annie dirait là, à ces gens-là, justement, aujourd'hui, là, qui font du sport en ce moment, là, puis qui sont là-dedans? Qu'est-ce que je leur dirais? Je sais que c'est facile à dire par la suite, là, avec le recul. Là, moi, je vais avoir 50 ans dans une couple d'années. Fait que c'est sûr que je pensais peut-être pas comme ça nécessairement à 10, 15, 20 ans, mais dans le sens que ce que j'aimerais leur dire, c'est que le processus est aussi important que le résultat. Dans le sens que
Tu sais, peu importe si tu vas avoir une médaille olympique un jour, si tu vas gagner un championnat du monde, si tu vas faire l'équipe canadienne, si tu vas gagner le championnat universitaire, si tu vas gagner le championnat collégial, si tu vas si tu vas accéder au Super Bowl comme Laurent Duvernay-Tardif ou d'autres, peu importe le résultat, il faut vraiment que tu fasses ton sport avec engagement, avec ton cœur, avec ta passion, puis il faut que tu apprécies chaque moment. Chaque défaite, il faut que tu les apprécies aussi parce que ça t'amène, même que tu apprends plus dans les défaites que dans les victoires, bien souvent. Tu grandis beaucoup plus dans les défaites que les victoires. Fait que c'est d'apprécier tout ce cheminement-là de haut puis de bas. Mais évidemment, quand tu es dedans, tu n'as pas de recul. Fait que j'aimerais ça dire aux athlètes qui ont rêvé de Jeux olympiques ou qui rêvent de Jeux olympiques, si vous n'atteignez pas votre objectif, c'est pas si grave que ça. Tu sais, on est dans une société très, très élitiste. Tu peux devenir une très, très bonne personne, tu peux devenir un leader, peu importe le résultat que tu as atteint dans ton sport. Tu peux devenir la personne que tu veux devenir, même si tu n'as pas eu la gloire olympique, même si tu n'as pas eu ça, parce que c'est vraiment le cheminement qui te forme beaucoup plus que le résultat. Évidemment que le résultat va t'ouvrir des portes. J'en suis la preuve vivante, ça m'a ouvert des portes. Mais je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup appris de leçons quand même dans ce cheminement-là, de haut et de bas, puis même après, dans mon après-carrière sportive, les hauts et les bas m'ont aussi beaucoup formé. Donc, c'est de vivre le moment présent. Ça se résume un peu à ça. C'est vivre le moment présent, d'apprécier, d'avoir de la gratitude parce que tu es en santé pour faire ton sport. Juste ça, là, tu devrais être super content, fier, puis te trouver chanceux, puis apprécier ça. Puis ensuite de ça, tu continues à travailler fort. En principe, si tu travailles fort, tu vas y arriver. Tu vas arriver à atteindre certains objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Puis se rappeler aussi que la vie, je pense, elle a un destin pour nous. Des fois, on veut quelque chose fort, 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 mais la vie ne l'envoie pas. Il y a peut-être une raison à ça. Il faut lâcher prise, tu sais. Tu rêvais de faire le Super Bowl puis de participer, d'être le premier Québécois à gagner, je sais pas, un championnat de la NBA puis à jouer au soccer avec le Real Madrid ou je sais pas quoi. C'est pas arrivé. C'est pas grave. C'est le résultat, OK, mais il faut essayer au jour le jour. J'ai de la misère à l'exprimer, là, à l'expliquer, mais au jour le jour, il faut être content d'être ici, d'être vivant, puis d'avoir du talent, puis de l'exploiter. Puis c'est ça, c'est la vie, c'est l'accumulation de petits bonheurs aussi. Puis c'est ça, c'est ce que j'ai à dire. Dans le sens qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on essaie d'être heureux à toutes les minutes de notre vie. Puis quand ça va moins bien, il faut essayer de rebondir, de se poser des questions. Puis des fois, il faut lâcher prise, des fois, il faut se pardonner, des fois, il faut brailler, des fois, il faut pleurer. On a besoin d'une épaule pour s'accoter. Puis après ça, il faut se relever. Il faut se relever parce qu'on a la chance d'être en vie, tu sais. Ouais. Puis comment tu vois ça, justement, des fois, les parents qui mettent de la pression sur les enfants d'un gradin ou qu'importe. Toi, comment tu vois ça? Ça te touche-tu un peu? Moi, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vécu. Puis j'ai pas commencé à faire du sport avec mon fils à cause de la pandémie. Là, en principe, on a commencé des cours de natation déjà. Mais à 6 mois, je l'amenais faire des petits cours de gymnastique là, juste parce que je vivais dans un tout petit appartement. Puis là, j'étais tout le temps en train de dire « Oh my God! Attention! » Il essaie de marcher. Puis fait que là, je me suis dit, je vais l'inscrire dans un petit cours de gymnastique qui avait pas loin de la maison, Tic Tac Gym. Puis là, il a quasiment fait ses premiers pas là-bas, parce que là-bas, il pouvait se lâcher lousse, il y avait des matelas, puis tout ça, puis en tout cas. Fait que ça a été le premier cours. Deuxième cours, on a commencé la natation tout juste avant la pandémie, en septembre 2019, de septembre à décembre 2019. Puis ensuite, pour l'hiver, j'avais commencé, on l'avait amené au judo. Puis après son premier cours de judo, le cours de judo, c'était parents-enfants. Puis là, après, le cours durait comme 50 minutes. Puis après 9 minutes, je te jure, Chris, après 9 minutes, c'était finale bâton. Il se cachait en toutes les estrades, il écoutait pas pantoute. Là, moi, j'étais sur le tatami en kimono, comme une nouille, tout seul. Puis là, tous les enfants collaboraient, sauf lui, parce que c'était le plus petit de la gang. Fait que là, je le regardais, je disais, viens ici, Arthur, viens ici. Il voulait rien savoir. Fait que là, je suis allée voir le coach après, puis j'ai dit, J'ai dit, c'était marqué que ça a commencé à 4 ans, mais peut-être que je pourrais attendre une autre année. Hein. Il a dit, vous pourriez attendre une autre année. Fait que j'ai dit, OK, à l'année prochaine d'abord. Parce que moi, là,
justement, ne pas forcer. Mais je veux pas forcer mon enfant. Ça ne tente pas de faire ça. Bon, ça va à la maison, on va aller faire des Legos, c'est pas la fin du monde. À un moment donné, il y a chaque chose en son temps. Il aurait pu aimer ça, mais il n'était pas encore assez vieux pour être concentré. Puis... ensuite de ça, on a fait la natation, il aimait beaucoup ça. Puis ensuite, la pandémie est arrivée. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas à la piscine. Moi, c'est le premier sport que je voulais. Gymnastique plongeon. Gymnastique, c'est un sport extraordinaire, je trouve, pour développer toutes les aptitudes, que ce soit la concentration, la flexibilité, l'orientation spatiale, la dextérité, apprendre à avoir du courage aussi, parce que la gymnastique, ça demande du courage, parce que des fois, on peut avoir peur de faire une pirouette, puis une vrille, puis tout ça. Puis la natation, c'est pour sauver sa vie, dans le fond. Moi, j'ai une piscine maintenant, fait que j'ai très, très hâte que les cours de natation recommencent. Puis tu sais, moi, j'ai pas encore vécu ça. Donc, pour répondre à ta question, j'ai pas encore vécu ça. Tu sais, il a pas joué au soccer. Je l'ai pas amené à être dans un environnement très encadré où est-ce que les gens, dans les estrades, les parents poussaient. J'ai pas été témoin de ça souvent, mais j'ai assez lu sur le sujet pour me dire que c'est un piège. C'est clairement un piège et on voit toutes les conséquences négatives sur les enfants. C'est bien sûr que c'est la dernière chose que je veux, là. Moi, je vais lui donner le meilleur coffre à outils, puis je vais lui donner surtout des valeurs qui sont importantes pour moi par rapport au sport. C'est genre la persévérance. On persévère. Pas l'acharnement. On ne veut pas s'acharner. S'il aime vraiment plus ça, là, faire, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quel sport. Puis, je sais pas, moi, il fait du badminton, puis il aime plus ça, jouer au badminton. On va arrêter le badminton. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Oui, quoi? OK, non, tu veux plus rien faire, tu veux pas faire de sport cet hiver ou cet été? OK, pas de problème. Fais pas de sport cet été, on va bouger autrement. On va aller au parc, on a une piscine, on va... Tu sais, je vais essayer d'être à l'écoute de mon enfant, puis de l'encourager ses passions à lui. Il va peut-être se trouver des passions. Je vais essayer de l'exposer à un maximum de choses. De l'amener faire du ski une première fois, l'amener faire de la raquette une première fois, lui acheter une paire de patins usagés pour qu'il puisse apprendre à faire quelques coups de patin, puis ensuite, on verra. Mais je suis pas... C'est fascinant à t'entendre parler parce que moi, en plus d'être scénariste, auteur et tout, je suis en même temps conseiller en biodéprogrammation, puis je t'écoute parler, là, puis wow! Sérieux, la façon que tu parles, là, t'es authentique, puis c'est exactement comme ça, tu sais, qu'il faut agir si on veut, puis tu sais, t'es à l'écoute, t'es à l'écoute de ses ressentis, de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ce qu'il... En tout cas, tu forces rien, c'est vraiment chouette. C'est important, c'est mon enfant, il m'est prêté, là, c'est pas ma propriété, là, oui, c'est mon enfant, on utilise le pronom « mon », c'est mon enfant, mais je veux dire, c'est quand même, il y a sa personnalité, il y a ses goûts, il va avoir ses affaires, il va avoir ses traits de personnalité, peut-être que, je sais pas, moi, il y a peut-être des choses qui vont venir me chercher, dans le sens que, tu sais, s'il lâche, s'il abandonne vite, puis s'il se décourage vite, peut-être que ça va venir me chercher. Ça se pourrait, là, tu sais. Mais tu sais, je vais lui donner un coffre à outils, puis je vais essayer de lui montrer par l'exemple aussi, tu sais. Tu sais, je suis pas un parent parfait. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir qu'il persévère dans quelque chose parce que je vais avoir l'impression qu'il faut aller au bout des choses qu'on commence. Puis peut-être que lui, il comprendra pas. Peut-être que lui, il va avoir l'impression que je le pousse. Mais peut-être que moi, dans ma tête de parent, je vais me dire, non, regarde, on a commencé la session, on va finir la session, puis ensuite de ça, on arrêtera. Tu sais, tout est relatif. Hein? Tu peux regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Tu peux regarder une situation, bon, je le fais-tu arrêter tout de suite, là, il aime vraiment pas ça, tel coup. Oui, mais attends une minute. Il faut savoir aussi pourquoi l'enfant n'aime pas ça. Moi, je me rappelle, un jour, petite anecdote, je veux arrêter la gymnastique. J'arrive à la maison, ma passion... Tu sais, Nadia Comaneci, c'est mon idole. Je fais de la gymnastique. Je suis rendue au Gymnique, c'est un grand club. J'arrive chez ma mère, chez mes parents. Je veux arrêter la gymnastique. Ah! Choc total. Quoi? D'où c'est que ça vient? Comment ça? Je veux pas dire pourquoi. Je veux arrêter. C'est fini. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller le lendemain. Je veux pas y aller sur le lendemain. C'est terminé. Je veux accrocher mon léotard. J'ai comme 11 ans. J'ai 11 ans. Sais-tu pourquoi je voulais arrêter la gymnastique? Non. Parce que j'avais hyper peur, j'avais un blocage, j'avais super peur de faire un équilibre sur la barre, là, tu sais, les barres asymétriques. Il fallait que je fasse un équilibre, puis en haut, il fallait que je fasse mon demi-tour, il fallait que je change de direction,
Puis que là, je ferme un petit peu en carpé, là, puis que je passe, tu sais, puis moi, je l'avais déjà essayé. Puis quand j'étais rendue au bout de mon ballon, mes mains avaient lâché, puis j'avais tombé sur la tête, j'avais tombé sur un tremplin. Sur le tremplin qui était là, qui m'avait permis de monter sur la plus grosse barre. Anyway. Ça pour dire que, tu sais, mes parents, il a fallu qu'ils grattent un peu, tu sais, ils ont eu l'instinct quand même de gratter, ils disent, ben voyons donc, tu vas pas arrêter comme ça, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, le chat est sorti du sac, et là, j'avais vraiment peur de faire ce mouvement-là, puis j'avais tellement peur que je voulais même pas dormir la nuit parce que pour moi, quand je dormais, l'autre journée arrivait trop vite puis j'étais tellement anxieuse que c'est comme si mon entraînement arrivait trop vite. Fait que toute la nuit, je voulais rester les yeux ouverts parce que ça passait très lentement sur mon cadran quand je regardais, tu sais. Hey, c'est pas des farces. Fait que là, mes parents, tu sais, on a dit, wow, attends une minute, là. On va regarder avec les entraîneurs qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est quoi les mouvements que tu pourrais faire pour regagner confiance, tout ça. Puis écoute, là, ça a pris plusieurs semaines quand même. Ça a pris plusieurs semaines avant que j'étais traumatisée. Là, fait qu'on a dit au début, bon, elle fera pas de barre là, pendant quelques jours, là, mais je vais continuer à faire les autres appareils. Puis à un moment donné, on a trouvé d'autres petits exercices à faire pour me pratiquer sur la plus petite barre. Puis à un moment donné, il a fallu que je l'essaye. Puis avec l'entraîneur qui était en bas, évidemment, que si j'avais mes mains allaient lâcher, il allait pouvoir m'attraper, tu sais, puis tout ça. Fait que, ben, c'est ça qui est arrivé, tu sais, quelques semaines plus tard. Moi, ça m'a paru une éternité, mais dans la tête d'un enfant, quelques semaines plus tard, j'ai réussi à contrer mon blocage psychologique que j'avais, cette grande peur-là de retomber sur la tête. Puis j'ai refait le mouvement. Puis là, je suis arrivée à la maison. Écoute, là, je me rappellerai tout le temps ça. Je suis arrivée à la maison, là, puis je criais, là. J'étais tellement... Parce que, tu sais, c'est ça, pas de cellulaire dans le temps. Faut y penser. Avant que je retourne à la maison puis tout ça, là, ça devait être un de mes deux parents qui est venu me chercher. Fait que là, quand je suis arrivée pour le dire à l'autre parent, là, je criais, puis là, fait que là, tu sais, mes parents m'avaient dit, OK, mais là, tu peux arrêter, ça veut dire, c'est fini, là, demain matin, on oublie ça, là. Non, je vais continuer. Puis là, j'étais repartie comme pour la gloire, tu comprends? Mais c'est quoi? Une chose que mes parents étaient assez présents. Puis ça, c'est quelque chose, c'est un défi, je pense, comme parent, c'est d'être présent, juste assez, pas trop. Pas trop. Le trop, ça, c'est dans les estrades, puis quand tu gueules après ton enfant, puis quand tes propres ambitions dépassent celles de ton enfant, ça, c'est trop. Puis quand tu commences, tu sais, à être négatif, puis à dire à ton enfant, t'as pas été très bon aujourd'hui, tout ça. Non, tu peux lui dire, t'as pas été peut-être super concentré aujourd'hui, ça se peut-tu? Mais de là à dire t'as pas été très bon, il y a comme une petite nuance. Pour l'estime, de ce que je comprends là, pour les enfants, pour l'estime de soi, c'est hyper important d'être positif. Puis t'es pas obligé de le glorifier s'il a été poche, là. Mais t'es pas obligé de le descendre non plus. Ouais, c'est ça. Tu peux dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, t'étais-tu moins concentré, t'étais-tu moins dedans? Peu importe. Ça pour dire que mes parents, je pense qu'ils avaient la bonne attitude à ce niveau-là, puis finalement, j'ai continué. J'ai continué à m'entraîner en gymnastique encore quelques années après, puis donc, dans le fond, à toutes les épreuves, mes parents m'avaient enseigné à ce moment-là, ils m'avaient expliqué après que quand je vais avoir des épreuves dans la vie, qu'il ne faut pas les contourner. Parce que là, si j'avais arrêté avant d'avoir réussi à contrer ce blocage-là psychologique, ma peur, ben c'est comme si j'avais contourné cet obstacle-là, puis je m'en serais sauvée. Mais c'est parce que dans la vie, à un moment donné, tu peux pas faire ça tout le temps contourner, parce que, un, tu deviens lâche un peu, puis deux, tu n'apprends pas à te faire confiance. Fait que ta confiance, ton estime de toi puis ta confiance reste comme un peu ordinaire, un peu comme stable. Alors que là, j'ai eu une grosse dose de confiance. Ça m'a donné confiance en moi. Ça a été bon pour mon estime. Je me suis dit, j'ai été capable de passer à travers ça. Fait que la prochaine épreuve qui s'est présentée dans ma vie, ben ça a été la même chose. Je me suis rappelée de ça. Il fallait pas que je contourne. Contourne pas le problème, là. Tu passes à travers. Puis tu prends les moyens, tu vas chercher des outils, tu prends le recul nécessaire, tu trouves des solutions. Mais tu passes à travers. Tu baisses pas la tête, puis comme un petit chien battu, passer à côté, dire non, je suis pas capable. Non, t'es capable. On va trouver le moyen de le faire, puis ensuite de ça, on passera à autre chose. Si tu veux arrêter après, t'arrêteras. Évidemment, comme je te disais, j'ai jamais voulu arrêter. J'ai arrêté plus tard là, pour des raisons que mes parents m'avaient retirées, mais... Donc, c'est ça, le sport, un peu comme on disait tantôt, c'est des leçons de vie, puis il faut que les parents
malgré leur horaire chargé, et tout ça, puis qu'ils ne sont pas là à tous les entraînements, il faut qu'ils se fassent un devoir d'assister quand même aux entraînements. Puis on ne laisse pas nos enfants dans les mains de nos entraîneurs les yeux fermés. Ça, c'est un autre truc à dire. Si j'avais à dire, tu me dis qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là, mais si, mettons que j'avais un message encore plus important à donner aux parents, on ne laisse pas nos enfants les yeux fermés à des entraîneurs. On reste présent, on ouvre les yeux, les oreilles, on pose des questions et on s'assure que les règles sont suivies. Il y a des nouvelles règles dues aux abus qui se sont passés dans les dernières années. En principe, un entraîneur ne devrait pas être tout seul dans une auto, en tout cas, exceptionnellement peut-être, mais c'est pas supposé être une routine où est-ce qu'un entraîneur se retrouve souvent avec un jeune seul garçon ou une jeune petite fille dans sa voiture tous les jours pour aller le porter. Il y a des règles maintenant, donc il faut s'informer des nouvelles règles à suivre pour les entraîneurs. Il faut poser des questions. Comme je dis, il faut rester les yeux ouverts. Il faut pas être un parent hélicoptère. Il ne faut pas surprotéger notre enfant, mais il faut être présent. Donc, je pense que tous les parents ont le droit de regarder souvent les entraînements. Peut-être pas pendant 3 heures, là, quand l'athlète vieillit, mais ils ont le droit d'être là quand ils arrivent, quand ils terminent. Puis c'est de parler à ton enfant, comment ça se passe. Puis, d'essayer d'avoir la meilleure relation possible avec son jeune, ça doit être un grand défi à l'adolescence parce que les adolescents ne veulent pas parler, je pense, aux parents tant que ça. C'est pas les premiers, ils veulent plus parler avec leurs amis et tout ça. Puis quand tu es victime d'abus de la part de ton entraîneur, que ce soit sexuel ou physique ou moral, psychologique, c'est peut-être difficile d'en parler. Puis peut-être même adolescent, tu le reconnais pas que c'est un abus comme tel. Des fois, c'est flagrant. Mais des fois, c'est peut-être pas si flagrant que ça que l'entraîneur est en train d'utiliser son pouvoir d'autorité sur toi, d'une mauvaise façon. Ouais. Fait que, c'est ça, le sport, comme tous les domaines, hein, tu regardes dans le domaine du mannequinat, dans le domaine, il y a des prédateurs, il y en a partout. Fait que comme parent, tu dois prier le bon Dieu quasiment que ton enfant soit né sur une bonne étoile, ça c'est sûr, mais il faut s'occuper de nos enfants. Faut être là, puis il faut apprendre à nos enfants à parler. Hein? Il faut dire les choses, dire les vraies choses, puis c'est ça. Là, je te dis ça, mais moi, mon enfant, il a juste 5 ans. Peut-être que quand il va avoir 15 ans, je vais peut-être avoir besoin de soutien, je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher d'autres outils. En tout cas, à date, là, mon petit gars, là, il est tellement volubile, il parle tellement que je suis pas trop inquiète, mais qui sait, à l'adolescence, des fois, les comportements changent. Les personnalités, des fois, ils font des 180 degrés. Des fois, ils deviennent plus renfermés. Il faut respecter ça. C'est une étape vraiment charnière dans le développement de la personnalité du jeune adulte qu'il devient. On fera une entrevue dans 10 ans, là, parce qu'il y a 5 ans. Dans 10 ans, là, on se rappellera. J'essaierai de te dire, là, voici mes enjeux et voici comment je pense régler ça. Si tu avais une baguette magique, justement, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Mettons que tu avais une baguette magique. Si j'avais une baguette magique à quel niveau? Parce que... Qu'importe, une baguette magique, tu peux faire ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu ferais si Annie avait une baguette magique en ce moment, mettons? Ça, c'est une bonne question. Si j'avais une baguette magique... Si j'avais une baguette magique, je pense que je guérirais tous les enfants de la Terre. C'est la première chose, parce qu'un enfant ne mérite pas d'être malade, d'avoir une maladie incurable puis de souffrir, première chose. Puis j'aimerais ça donner, si j'avais une baguette magique, j'aimerais ça donner le même coffre à outils à tous les enfants pour avoir une justice sociale. Peu importe d'où tu viens, que tu sois de Chalaga-Maisonneuve, du Congo, de Outremont, de Monaco ou de Sydney en Australie ou de Vienne ou de Rio. J'aimerais ça que tous les enfants de la Terre, ça avait une baguette magique, hein, évidemment, tu l'as dit, là. J'aimerais ça te donner le même coffre à outils à tous les enfants. Donc, que tous les enfants puissent partir sur le même pied d'égalité en pouvant, c'est-à-dire avoir un toit, avoir de la nourriture, de la bonne nourriture, avoir un toit, avoir de l'amour en partant dans leur vie. Puis ensuite,
les gens se démarquent au gré de leur talent, puis de leurs ambitions, puis de leur... il y a plein de choses qui interviennent là-dessus, mais ça serait ça. Ça serait que tous les enfants de la Terre puissent partir égales. Wow. Ouais. Cool. Ouais, ça serait ça. Puis, c'est une bonne question parce que j'ai oui. jamais pensé à ça parce que ça se peut pas. Ouais. Ouais. C'est utopique, là, mais bon. baguette magique, ouais, ça serait bien fun dans un monde idéal. Moi, je me redonnerais la vue. Toi, tu te redonnerais la vue, Chris, hein, j'imagine. C'est clair. Qu'est-ce que tu aimerais? Ça serait à mon tour de te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais revoir? La première chose que tu aimerais revoir, ce serait quoi? Ce serait qui? Eh Seigneur, c'est Will. Mais très bonne question pertinente. C'est Will, la dernière personne que j'ai vue. Je m'en rappelle encore, mais je pense que ça serait... je sais pas, moi je dirais... C'est à mon tour de te poser des bonnes questions qui font réfléchir. La question est bonne. C'est que... Oui, si j'avais une baguette magique, je voudrais revoir, mais là, Annie, elle pose la question, OK, mais qui ou quoi? Très bonne question. Ah, tiens, je pense que je l'ai trouvé. Je pense que ça serait les enfants de mon meilleur ami. Parce que moi, quand j'ai perdu la vue, justement, c'est le 30 janvier 2013, puis sa fille est née le 7 janvier 2013. Je l'ai pris dans mes bras le 28 janvier 2013, donc elle avait quasiment 3 semaines. Puis 2 jours après, moi, je perds la vue. Là, aujourd'hui, elle est rendue à 8 ans, puis je ne l'ai plus jamais revue. Fait que je pense que ça serait sa fille. Wow. Ça serait sa fille, wow. Mais est-ce qu'il peut quand vous parlez, est-ce qu'il te la décrit? Elle est rendue, elle a les cheveux, telle couleur. Ouais, elle ressemble à sa mère, elle ressemble au nez de son père, tatati, c'est ce qu'il fait. Tu peux te faire une image. Ouais, c'est cool. Ben justement, à l'aube de tes 50 ans, bientôt, justement, où est-ce que tu te vois, puis comment tu te vois, là, comment tu profites de la vie, justement, là, vu que ça avance, là, comment Annie, elle profite de la vie, justement, à l'arrivée de ses 50 ans? Mon Dieu, c'est pas bien compliqué. Premièrement, moi, je suis pas une fille compliquée. Ben, je pense, en tout cas. J'ai été complexe un peu des fois, mais c'est pas très compliqué dans le sens que j'ai le bonheur facile. Puis, on m'a posé la question, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, puis j'ai réalisé en répondant que je n'avais aucune ambition. Depuis que je suis devenue mère, je n'ai aucune ambition autre, en fait j'en ai là, mais j'ai aucune ambition autre que d'être équilibrée et que de faire, comme je disais tantôt, de mon garçon, d'élever mon garçon pour que lui aussi soit équilibré, qu'il soit heureux, puis qu'il soit un gentleman. Tu sais, c'est que lui, que quand il décède, parce que ça va arriver, moi, il va décéder avant, j'ose espérer, puis lui, quand il va décéder à 100 ans, on veut toujours... Depuis que j'ai un enfant, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans, j'arrête pas de dire ça. Fait que quand lui va mourir à 100 ans, j'aimerais ça qu'on ait vraiment des bons souvenirs, puis qu'on dise les gens qui l'auront côtoyé peuvent dire c'était vraiment une bonne personne, puis il a fait une différence dans ma vie. Tu sais, j'aimerais ça que mon enfant puisse apprendre à donner, à donner au suivant, un peu comme moi, je pense que c'est une de mes valeurs, mais donner au suivant, d'être là pour les autres, sans s'oublier. Ça, c'est mon défi. Tu vois, on a toujours un défi. Fait que c'est ça, c'est comme ça, c'est mon ambition. J'ai mon travail que j'adore à la Fondation. Je sais pas, là, tu sais, si je vais faire ça encore 20 ans. Mais à date, je suis encore très, très heureuse. Puis je sens que je peux amener du bon à la fondation où je travaille. Mais ensuite de ça, ça va être de l'accompagner dans sa vie, puis de continuer à mettre des outils dans son coffre à outils pour qu'il puisse devenir autonome, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. À 20 ans, partir de la maison, je sais pas à quel âge, mais... Tu sais, 25 ans, 22 ans, ou pas qu'il fasse un Tanguy non plus de lui-même, là. Mais, tu sais, on sait pas la vie, hein. Tu sais, tout peut arriver aussi, tu sais. Vivre le moment présent, d'être heureuse, d'apprendre à faire des nouvelles recettes. Ça, c'est comme un défi que je me lance, là. Moi, je suis pas Ricardo, là, loin de là. Fait que là, justement, pendant que je fais l'entrevue, je suis en train de faire une belle soupe à l'oignon. mais donc, d'apprendre à faire des recettes, de rester en forme, d'avoir des saines habitudes de vie, d'être toujours active, tu sais, je fais plus de plongeon, puis je fais plus de parachute, puis de motosport comme avant, mais je fais d'autres sports, je fais du vélo de route, je fais de la marche, je fais de la course, tu sais, d'avoir un équilibre de vie, des fois, les petits bonheurs de la vie, moi je bois pas d'alcool, mais j'adore le chocolat, fait que tu sais,
pour moi, là, tu sais, quelqu'un qui va s'ouvrir un Pétrus, là, moi, Ouais. tu m'amènes un pot de Nutella, là, je suis aussi heureuse, sinon plus que le gars qui boit son Pétrus. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que ce soit du beurre d'érable ou du Nutella, me faire des crêpes, il y a des choses que je raffole là, comme ça, là, tu sais, toutes les friandises glacées, j'adore ça. Tu peux pas en manger à tous les jours puis constamment, parce que je vais essayer de maintenir un poids santé aussi, là. C'est quand même un défi en arrivant à la cinquantaine. Mais tout ça pour dire que c'est, tu sais, les petits bonheurs de la vie. Puis d'appeler mes amis, de les voir, de les recevoir. Ouais. Hey, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit. Puis je pense à ça fait quelques années que je pense à ça. Je sais pas si ça va arriver, mais un jour, peut-être, que j'aimerais peut-être ça être famille d'accueil pour la DPJ. Dans le sens que des fois, on a besoin de famille d'accueil d'urgence. Puis on peut garder les enfants pendant un laps de temps. Ça peut être 2-3 week-ends, ça peut être 2-3 semaines, ça peut être... j'ai lu un article, puis on disait qu'on manquait de ce genre de famille. Moi, je suis monoparentale avec mon petit garçon, mais ça vibre en dedans de moi, cette idée-là d'un jour être famille d'accueil. Que ce soit à temps plein ou à temps partiel, là, je sais pas là, comment je pourrais organiser ça, puis comment... Mais j'y pense. Tu sais, quand tu lis des histoires d'horreur, puis que là, ils disent que bon, les enfants ont été... les enfants sont comme... la DPJ est partie avec les enfants. Tu dis, OK, mais ils sont partis, on s'en va où, ces enfants-là? Tu sais, s'ils n'ont pas de grands-parents qui sont aptes à en prendre soin ou la famille élargie, tu sais, je sais pas. J'ai ça en tête. J'ai ça dans mon cœur, puis... peut-être quand mon fils va être un peu plus vieux, peut-être, je sais pas. Mais j'aimerais ça vivre ça, j'aimerais ça pouvoir redonner de cette façon-là un jour. Est-ce que je serais capable? Des fois, je me dis, mais ça doit être épouvantable. Moi, je vais m'attacher à ces petits bébés-là qui débarquent chez nous, là, tu sais, un enfant de 6 mois qui débarque chez nous, que je le garde pendant 3 mois, mettons. Mais en tout cas, moi, j'ai tout encore, hein, tu sais, j'ai des biberons, j'ai encore le petit lit, là, tu sais, j'ai un Moïse encore que je garde de mon fils, là, j'ai gardé son Moïse. Quand j'ai des amis, là, tu sais, qui ont des bébés, là, quand ils viennent, là, ils peuvent l'utiliser, puis en tout cas, puis j'adore les bébés, j'adore les jeunes enfants, je suis très fascinée par l'enfance, fait que j'aimerais ça, je pense, faire ma part pendant que je suis sur cette terre. Ça serait une différence que j'aimerais faire, ça serait un apport que j'aimerais donner, essayer de donner de l'amour, puis de l'attention, puis de la protection à un enfant qui en a besoin. Ben, en tout cas, tu l'as dit tantôt brièvement, mais je t'en avais parlé hors ronde tantôt, mais moi, en tout cas, je te le dis, Annie, t'en as fait une différence dans ma vie, puis c'est quand au début j'ai perdu la vue, puis que tu m'avais envoyé un beau message. Ça, là, j'ai dit... Wow, franchement, c'est gentleman d'Annie d'avoir fait ça. Elle était pas obligée, puis elle l'a fait, elle a pris de son temps, puis elle m'a écrit un petit mot avant que je sois aveugle et tout, puis que je savais pas que j'étais pour l'aide, mais j'avais peur pour l'opération qui potentiellement était peut-être pour me rendre aveugle à 1 chance sur 2, puis tu m'avais envoyé un message privé, puis t'en as fait une différence dans ma vie, puis comme je disais à des amis aussi, parce que je leur en ai parlé, je dis des fois, dire quelque chose ou faire quelque chose à quelqu'un, t'es pas obligé d'y donner 1000$, ça peut être juste un truc que tu lui dis, puis ça peut faire toute une différence. Fait que je te le dis là, live sur les ondes, ben merci beaucoup Annie du mot que t'avais fait. Là. Ben, ça m'a fait plaisir, puis ça m'a beaucoup touché tantôt quand tu me l'as dit, parce que moi, je m'en rappelais plus. Tu comprends? C'est ça qui m'a fait pleurer tantôt avant de commencer l'entrevue. Là. Tu m'as beaucoup touchée parce que tu m'as dit ça. Puis moi, j'ai eu comme une grosse dose d'émotion en me disant, imagine si j'étais passée à côté de cette opportunité-là de t'encourager. Parce que tu sais, des fois, la vie va vite. Là, tu as un message, tu dis, oh, je vais répondre tantôt, je vais répondre demain, oh, faut que j'y réponde, faut que j'y revienne. Puis finalement, next thing you know, c'est que la personne a eu son opération, elle a perdu la vue, puis il est trop tard pour lui avoir offert le soutien qu'elle méritait ou qu'elle avait besoin avant l'opération, tu comprends? Ouais. Fait que je suis tellement contente je suis tellement contente pour toi, dans le fond, que tu as pu avoir ce sentiment-là de moi, parce que
moi, je ne me rappelle pas de l'avoir écrit, ce message-là. Il faudrait que j'ai... Sûrement qu'il est dans mes messages envoyés, là, tu sais, sur Messenger, on peut aller voir. Sur notre fil d'actualité, là, à l'intérieur, tu sais, des messages perso, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de moi, tu sais, de ne pas avoir remis à demain. Des fois, c'est mon genre, là, je remets à demain, puis je me dis, OK, ouais, un tel. Puis des fois, ça me met une pression énorme de ne pas oublier ça, Mais tu vois, tant mieux. C'est cool. Mais ma prochaine question, la dernière en même temps, c'était, je te donne 3 mots, un après l'autre, là, puis tu me dis, à toi, qu'est-ce que toi, ça te fait penser, ces 3 mots-là, ou qu'est-ce que ça signifie pour toi. Fait que le premier mot, c'est ami ou amitié, là, c'est la même chose si on veut. Là. Fait que amitié, toi, comment ça te parle là, quand tu entends ce mot? Comment ça me parle? Quand tu dis amitié, le premier mot qui vient en tête, c'est peut-être les 2 doigts de la main. Dans le sens que j'ai peut-être 10 amitiés sincères, importantes pour moi, qui sont très, très, très précieuses. Donc, ça veut dire qu'on peut connaître beaucoup de monde, mais j'ai peut-être une dizaine d'amis que je sais que je peux appeler n'importe quand, puis qui vont pouvoir me soutenir, puis que je vais, moi aussi, de mon côté... appuyer, puis dont je prends des nouvelles, puis fait que c'est ça. Je pourrais dire, dans le fond, équilibre, dans le fond. Quand tu me dis amitié, pour moi, c'est l'importance que l'amitié a dans ma vie, c'est pour garder un équilibre. OK, puis l'autre mot, c'est rêve. Comme, mettons, quelqu'un qui a des rêves, là, qu'il veut devenir tel truc ou faire tel truc. Quelqu'un qui a des rêves. Le mot rêve, qu'est-ce que ça te dit? Le rêve, tu sais, j'avais comme 2 grands rêves dans ma vie. Hein. J'en avais plusieurs, non, c'est pas vrai. J'en avais plus que 2, puis que je rêvais d'être pilote de chasse un jour, pilote de F-18. Là. Oui. Ça, c'est un rêve là, que j'ai chéri pendant tout mon primaire. Là. Je rêvais vraiment, parce que mon frère était dans l'aviation, puis on allait voir les pageants, là, on allait voir les spectacles aériens, puis j'adorais les F-18, là, les F-14, les F-15, puis j'étais maniaque d'aviation grâce à mon frère un peu aussi, hein, par la bande. Puis je rêvais d'être une pilote de chasse. Mais là, quand je suis arrivée secondaire 4-5 avec les sciences, là, mathématiques, chimie, physique, là, ben, j'étais pas mauvaise, mais c'était pas ma tasse de thé. Surtout que je manquais tellement d'école à cause du plongeon que j'avais la misère à reprendre des fois le temps perdu. Fait que ça, c'était un des rêves. Mais mes 2 grands rêves, Chris, c'était vraiment les Jeux olympiques depuis que j'étais toute jeune, que j'ai réalisé à 22 ans. Puis ensuite, pendant 20 ans, j'ai caressé ce rêve-là de maternité. Puis ça a pris 20 ans, parce que j'ai accouché à presque 42. Là, j'ai accouché. Puis 2 semaines après, j'ai accouché le 8 décembre. Puis le 22, j'avais 42 ans. Fait que 20 ans plus tard, j'ai réalisé ce second rêve-là que j'avais depuis que j'étais toute jeune. Parce que je rêvais d'être maman. Tu sais, à 18-19 ans, là, je voulais avoir des enfants. Je rêvais déjà d'être mère. Puis la vie, c'est ça. Hein? Tu sais, des fois, la vie t'envoie pas... poses la question, puis à un moment donné, tu te décourages, puis tu te désespères. Moi, j'ai eu des périodes très sombres, là, parce que la maternité, là, ça m'habitait, puis je me demandais si un jour j'allais rencontrer un homme avec qui j'allais pouvoir, tu sais, avoir une petite famille, puis tout ça, là, c'était pas, mes relations, c'était pas toujours facile, puis pour plusieurs raisons, mais ça serait un autre sujet de conversation. fait que, ben, c'est ça. Donc, rêve. Je le vis quotidiennement, mon rêve. Je le vis parce que mon enfant est en santé. Premièrement, il est vivant, il est en santé. Puis, il y a 5 ans, fait qu'il a encore besoin de moi beaucoup. Puis, donc, à tous les jours, c'est maman, il me pose 1 milliard de questions, il découvre la vie, pourquoi si, comment est faite, les questions dernièrement, c'est comment c'est fait l'acier? Oh boy! Comment c'est fait le métal? Comment c'est fait le verre? Comment c'est fait le papier? D'où ça vient le papier? Il y a des fois que il y a des affaires, bon, il y a des alliages de scie, de métaux, les arbres, le papier. Il y a des fois que je vais voir sur Google pour m'assurer d'y donner une bonne réponse, là, tu sais. Fait que je suis très sollicitée par mon enfant de 5 ans, donc très occupée, puis je vis ce rêve-là quotidiennement en étant une maman. Puis, tu sais, je m'abonne à des trucs, des fois sur Internet, le coach Nancy, des fois qui va aborder des problématiques. Bon, quand ton enfant fait des crises, quand il se referme comme une coquille, comment réagir. Fait que j'adore écouter, lire là-dessus sur la psychologie des enfants, sur l'éducation. Puis là, je fais comme un melting pot de ça, là. Puis là, après ça, je vais avec mon instinct. OK, moi, mon gars, il est comme ça. Puis des fois, j'essaie des petits trucs. Ah, des fois, ça marche. Des fois, prendre du recul. Tu sais, les conséquences, oui, non. Fait
Je suis vraiment là-dedans. Mon rêve, je le vis à tous les jours de ma vie, c'est d'être une maman. Si jamais tu veux d'autres outils, des fois, dans ton coffre d'outils, moi, je fais, comme je t'ai dit tantôt, de la bio. Fait que bio avec les relations, le psychologique, le psychique et tout. Fait que si tu veux, des fois, ça va me faire plaisir de te donner mon, mon bagage, justement, en bio. C'est vrai? Eh oui, c'est cool. Fait que ça va me faire plaisir. C'est cool. Ah, mais je vais te rappeler. C'est cool. On Puis, va pas discuter. c'est bon. Ton fils, ça veut dire qu'il est Sagittaire, parce que je retiens le 8 décembre. Parce que moi aussi, je suis Sagittaire, c'est pour ça. C'est vrai? Oui. Moi, c'est le 29, mais de décembre. Non, novembre, excuse. Novembre. Ah oui, parce que j'allais Ouais, dire, c'est ça, là, ça marche plus, tu vas être comme moi, Capricorne. Ouais, c'est ça marche plus, c'est ça. Parce que toi, ça veut dire, si t'étais une journée avant, c'est pour ça que je m'étais tout le temps dit, quand les premières fois dans le temps, là, que je savais pas, je dis, m'allais voir Annie Petit. Là, c'est écrit 22 décembre, là, j'ai fait, ça veut dire une journée avant, il était Sagittaire. Oui, t'as raison, je suis née le 21 décembre à... 22. En fait, le 21 à 1h, tu sais, comme dans la nuit, là, à 1h32 du matin. Fait que c'est comme le 22 décembre aux petites heures du matin. J'ai rasé d'être le 21 décembre, mais après minuit, c'était déjà rendu le 22. Ouais, c'est ça. Puis l'autre mot, c'est famille. Famille. Mes parents, mes 2 frères, puis évidemment mon petit garçon. J'ai ma famille, puis je considère aussi mes tantes, mes oncles, je suis quand même près d'eux. Je les vois pas si souvent, mais la marraine de mon fils, elle est près de nous, puis elle est près de moi depuis que je suis toute petite, fait qu'elle fait partie aussi évidemment de ma famille. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si un jour je vais vivre dans une famille recomposée. Ça, c'est pas encore... c'est pas quelque chose que je vis, tu sais. Est-ce qu'un jour, je serais capable de vivre avec un homme, tu sais, qui a 1, 2, 3, 4 enfants, tout ça? Je sais pas. J'ai aucune idée qu'est-ce que l'avenir me réserve. Honnêtement, là, je sais pas si je vais revivre un jour dans une famille, parce que là, je suis seule avec mon gars, dans le fond, tu sais. C'est pas vraiment une famille. Bon, il y a le papa, avec qui je m'entends super bien. On habite pas loin, tu sais, puis on est très complices. Mais une famille, tu sais, 2 parents autour de la table, avec une tablée. C'est un peu ça, ma définition d'une famille, là, tu sais. Mais j'essaie de donner à mon garçon quand même, avec ses amis, là, tu sais, avant que la COVID nous happe d'aplomb, là. Tu sais, régulièrement, il y avait des amis qui venaient à la maison, puis on allait visiter des amis. Donc, j'essaie de lui faire un cercle, même s'il est petit encore, tu sais, des amitiés, cultiver des amitiés, puis recevoir des amis à la maison. Puis, chez nous, j'aimerais ça que ça soit comme que la porte, qu'on sente que la porte soit ouverte, là, tu sais, pour... c'est drôle que tu me dises ça. Tantôt, je pensais à ça. Quand mon fils va être ado, j'aimerais ça que les fins de semaine, établir un genre de routine qu'à tous les dimanches, à tous les 2 dimanches... on s'en va déjeuner chez Arthur, puis sa mère a fait des crêpes. Puis qu'un jour, là, ces hommes-là, puis ces femmes-là, là, tu sais, quand ils vont avoir 30, 40, 50 ans, ils vont pouvoir dire « Hey, t'en rappelles-tu, là, tu sais, nous autres, à tous les dimanches, on allait, là, ta mère, elle nous faisait des crêpes, on capotait, là, t'en rappelles-tu que t'avais échappé le sirop, là, ils étaient collants partout, puis là, on riait aux éclats, puis là, ta mère a fait du bacon, là... Le truc de feu avait parti. Puis là, je sais pas. Tu sais, je veux créer des souvenirs à mon enfant. Puis je veux qu'il vive ce que j'ai pas vécu aussi un peu. Tu sais, moi, j'ai pas vécu ça parce qu'il y avait, tu sais, il y a jamais de gens qui venaient chez nous, là, d'amis, là. Tu sais, j'ai pas vécu ça quand j'étais jeune, Tu sais, oui, on a eu des petites fêtes, là, tu sais, des petits sleepovers, mais pas beaucoup. Tu sais, j'aimerais ça qu'ici, là, tu sais, que les jeunes, les ados, ils viennent quand ils vont avoir 10 ans, tu sais, jouer dans le rond-point, dehors, puis qu'ils viennent manger la collation. Puis j'en ai eu juste un enfant, mais j'aurais aimé ça en avoir plus. Fait que j'aimerais ça que ça bouge à la maison, tu sais. J'aimerais ça que, tu sais, mais c'est ça, j'aimerais ça. Puis avoir des enfants de toute nationalité, puis des enfants différents aussi, tu sais, ils sont les bienvenus à la maison. Tu sais, moi, je suis très près des Olympiques spéciaux, là. Fait que, tu sais, si à un moment donné, je vais à l'école puis je vois qu'il y a un jeune trisomique, une jeune trisomique, par exemple, tu sais, dans la classe de mon fils ou dans l'école,
essayer de me lier d'amitié avec les parents, puis inviter ce jeune-là à la maison pour lui faire plaisir, mais pour que tout le monde y gagne, pour leur faire face à la différence, tu sais, pour les sensibiliser, puis qu'on accepte tout le monde, puis qu'on a du fun tout le monde ensemble, puis tout le monde a des forces, puis tout le monde peut nous amener quelque chose de bon dans la vie, tu sais. Je sais pas, je vois ça. Ouais. C'est dans ma tête. Fait que c'est ça. Ça fait partie de ce que j'aimerais vivre. Tu sais, quand tu parlais tantôt de rêve, d'ambition, de bonheur, c'est ça que j'ai hâte de vivre quand il va être plus grand. Ouais. Tu parlais de F-18. Tantôt, je pense que t'en avais-tu conduit un? Je me rappelle plus. J'avais vu ça. Mais j'ai pas conduit longtemps. Là. Il m'a laissé les commandes peut-être quelques secondes. J'ai fait un vol en F-18 dans un biplace avec un pilote, capitaine Daniel Comeau, qui est de la Mauricie, qui est aujourd'hui pilote d'avion pour Air Canada. Puis avec lui, je suis restée en super bon terme. Puis parce que ça a été mon amoureux ici après. C'était vraiment cool. C'était comme mon Maverick là, dans Top Gun. Moi, j'avais mon Maverick personnel. Ouais, ben c'est ça, j'avais vu. Ton film préféré, je pense, c'était Top Gun. J'avais lu ça dans un article une fois, exactement, oui. Oui, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Fait que vraiment, vraiment beaucoup. Là. Même encore aujourd'hui, là, je connais les répliques par cœur. J'adore la musique. Puis encore aujourd'hui, ça me donne le goût de me dépasser. Ça me donne le goût de fighter. Ça me donne le goût de croquer dans la vie. Ce film-là, c'est fou. Wow. Fait que oui, j'avais fait un vol en F-18 le 11 mars 1997. C'était l'émission Blablabla qui m'avait offert ça. C'était une émission qui était animée par Daniel Ouimet. Puis, elle avait fait venir le pilote pour me parler de sa job. Moi, je pensais que c'était ça comme... Il m'avait donné une casquette puis une pin. Moi, je pensais que c'était ça le cadeau. Là, c'était comme le segment d'émission. Puis à la fin, il m'a dit, si tu me fais confiance, si tu acceptes de mettre ta vie entre mes mains, ben je t'amène faire un tour de F-18. Écoute, ça a été... j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. C'était quelque chose. Ça, c'est un grand privilège, tu vois, que la médaille olympique m'a donné. Ouais. Parce que pas de médaille olympique, je pense pas que j'ai ça. Tu comprends? C'est pas mal sûr que... Tu comprends? Fait que la médaille olympique m'a ouvert les portes, tu sais, au niveau des communications, tout ça. Puis m'a fait vivre aussi des moments vraiment... Tu sais, à un moment donné, j'avais été honorée. Il y a une piscine qui porte mon nom aussi là, dans mon quartier d'enfance. Mais j'ai été honorée, là, comme tous les athlètes quand on revient là, au Centre Bell, puis après ça, au Stade olympique lors d'une game des expos, parce qu'il y avait encore les expos, puis aux Alouettes de Montréal. Puis, franchement, ça, c'est inestimable. Je serai toujours reconnaissante, dans le fond, d'avoir eu le talent que là, c'est moi qui l'ai développé par la suite, mon talent, mais il fallait quand même que j'aie du talent. Il fallait que le bon Dieu, la vie, m'ait donné du talent, tu sais. Ça m'a fait vivre beaucoup de belles choses, là. Malgré certaines difficultés. D'après, ça a été plus positif que négatif. Wow. Hey, j'ai fini de poser toutes mes questions. Je te remercie beaucoup, Annie, sérieusement. Ça me fait plaisir. Je suis beaucoup jasée, attends. Ah, c'est pas grave, c'est cool parce que comme je t'ai déjà dit, j'ai dit, puis que je disais aussi à d'autres gens, je dis les artistes que j'appelle pour demander de faire des entrevues sont pas nécessairement obligés de venir parce que moi je me dis, bah, tu sais, si les créations de Cristal Desroches, c'est pas encore TVA ou 20th Century Fox, fait qu'ils pourraient dire, bah, pourquoi j'irais là, je suis connu, j'irais pas me servir de création des roches, c'est pas assez connu encore, blablabla, etc., etc. Fait que je me dis, c'est gentil de venir puis de passer à l'émission, fait que je te remercie beaucoup. Moi, je ne l'ai pas fait pour autre chose, pour deux choses. J'ai fait pour deux choses. Premièrement, tu me l'as demandé, puis tu m'as écrit un beau message, tout ça, puis j'ai vu comment tu étais déterminée dans ton affaire, puis je me suis dit, je vais prendre le temps de la faire. Une entrevue, ça me fait vraiment plaisir. Puis en même temps, Chris, si ça peut servir à quelqu'un, tu sais, ce dont on a parlé ensemble, si ça peut inspirer quelqu'un, si ça peut allumer une petite lumière à quelqu'un, tant mieux. Tant mieux. Puis toi, si ça te fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'est cool. Ça faisait longtemps que je la voulais, mon entrevue. Désolé, des fois, je te le demandais souvent. Moi, je me trouvais fatigant, puis je me dis... Non, hey, t'as été persévérant, c'est bon. T'as été persévérant, ça me fait
Ça me fait plaisir de l'avoir fait. Désolé aussi si des fois quand j'écris sur ton Facebook là je sais que des fois j'écris des trucs intenses, mais c'est parce que des fois moi je me dis la vie, on a juste une vie à vivre à ce qu'on sait, fait que j'essaie d'en profiter à fond, puis c'est les gens qu'on aime, il faut les aimer, qu'il faut en prendre soin, puis c'est pas mieux qu'ils soient morts, ça va être le temps. Fait que des fois je sais que je peux être un peu intense parce qu'une fois t'avais écrit merci Chris. Excuse-toi pas d'être qui tu es. Tu es comme ça, tu es comme ça. L'intensité, là, c'est beaucoup mieux d'être vivant que... tu sais, l'intensité, ça fait partie de la vie, là. Fait que si t'es intense parce que t'es vivant, puis tu sais, t'aurais bien pu, Chris, avec l'épreuve que t'as vécue, t'aurais bien pu aussi complètement t'écraser puis avoir beaucoup de difficultés à rebondir de ça. Ça aurait été aussi comprenable, tu comprends? C'est sûr. Mais t'aurais pas eu la vie peut-être que t'as, puis là, tu sais, on a eu un beau moment pendant 2 heures de temps, on a jasé ensemble, c'était vraiment cool. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as des projets, parce que tu es intense, parce que tu essaies, parce que tu es persévérant. Fait que tu vois, ça paye. Ouais, c'est cool. J'avais une permission à te demander en terminant, parce que moi, quand que je voyais, j'aimais beaucoup prendre des dossiers, mettons, de chaque artiste, puis je mettais plein de photos dedans. Puis si tu me donnes-tu la permission de te faire un slideshow en début d'entrevue avec tes photos que j'ai concoctées il y a quelques années? Ben oui, certainement. Cool. Si tu les as pris... tu peux peut-être, tu sais, moi, je pourrais, si tu veux, je peux t'en envoyer aussi, hein. Je pourrais t'en envoyer des photos parce que j'en ai beaucoup. Fait je peux t'envoyer des photos, peut-être que tu les as déjà, peut-être que tu n'en as pas, que ce soit comme analyste, ou peut-être que tu as trouvé ça. Mais tu peux me l'envoyer si tu veux, je vais regarder tout ce que tu as. Si tu veux que je complète, ça me fera plaisir. Wow! C'est vraiment cool, t'es vraiment nice, merci beaucoup. Cool. non, mais on fait les choses, on les fait pas, là. Moi, je suis hyper perfectionniste encore, hein, même si je suis plus une athlète, là. Mais quand je fais quelque chose, je le fais au maximum. Ouais, je suis intense comme toi, peut-être, puis tu le sais pas. OK, ouais. J'avais fait la même chose aussi pour Nathalie Simard. J'avais 91 photos de Nathalie Simard. Oh my God! J'ai tout mis en slideshow sur l'entrevue avec une belle chanson en soundtrack en arrière, comme un mini slideshow. Puis c'était super chouette. Fait que c'était cool. Fait que j'ai dit, je vais aller voir dans mon dossier. Tu sais, j'en avais plein, là, que ce soit Annick Vermette, Caroline Néron, whatever. Puis là, j'ai dit, me semble que j'en avais du Annie Pelletier. Fait que là, j'étais allé voir, puis j'avais un album, puis j'avais un peu de photos dedans. C'est sûr, si je n'aurais eu 4, j'aurais dit, ça vaut pas la peine, tu sais, vraiment pour 4, il en a pas assez, là, pour faire un slideshow, là. Mais là, j'ai vu que, j'en ai quand même 18, c'est mieux que rien, à 3 secondes de la photo, avec une chanson de présentation, ça va être cool. Fait que, wow, ça va être chouette. Moi aussi, j'étais un peu, comme je te dis, intense, mais tu sais, j'ai des tocs un peu, fait que ça l'aide aussi à être intense, puis à être perfectionniste. Tu sais, faut voir, il y avait un docteur qui disait, Jean-Philippe Brebion, il dit, prenez vos conflits comme atout. Bon, ben, j'ai des tocs, fait que ça m'aide aussi dans mes bons côtés. Je suis perfectionniste aussi pour les bonnes choses aussi. Fait que tu vois, on s'entend bien sur ce point-là. Mais tu vois, tu prends comme une de tes faiblesses, entre guillemets, ou un de tes enjeux, ou un de tes défis, tu le prends comme une force. Fait que c'est ça. C'est intelligent, ça, tu sais, c'est ça qu'on devrait toujours faire, parce que dans chaque faiblesse qu'on a, il y a peut-être quelque chose qu'on peut aller chercher pareil, tu sais. Ouais, en autant qu'on ne fasse pas de mal à personne avec nos affaires, c'est ça l'important. Le reste, quand tu fais du bien et que tu... continue à être toi-même, c'est ça que je te dirais. Bon, ben c'est cool. Fait que, regarde, ce qu'on va faire, on va finir l'entrevue. Moi, je vais juste te dire un petit bye-bye après l'autre bord pour terminer le tout. Mais j'ai eu une idée vite faite comme ça. Tiens, ça te tente-tu? Oui. Tu pourrais donner le mot de la fin à mes auditeurs. Ça va être fini par Annie Pelletier. On pourrait se laisser avec tu. Puis moi, après ça, l'autre bord, je te dirai salut quand on sera hors ronde. Mais je te donne les créations Cristal Desroches. Tu peux finir, si tu as quelque chose à dire en terminant ou qu'importe, c'est Annie Pelletier qui va clôturer l'émission. Vas-y, Annie, à toi. Ben, je tiens à saluer tous les auditeurs, puis à vous remercier de votre écoute. Ça a été une bonne entrevue, pleine d'émotions, pleine de souvenirs, pleine de réflexions aussi, parce que Chris, avec ses questions, m'a vraiment fait réfléchir à des trucs qu'on ne s'arrête pas nécessairement dans le quotidien pour réfléchir, là, aux ambitions, les rêves, les ci, les ça. La vie va vite. Mais merci, Chris, pour ce moment-là. Je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Puis à tout le monde qui écoute, ben, je vous souhaite une année 2021 pleine de, pleine de paix, pleine de sérénité, de calme, malgré la tempête de la pandémie. Puis de vous accrocher à vos rêves, à vos objectifs et de vivre au jour le jour les petits bonheurs du quotidien.